Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, votre intérêt pour cette conférence qui est soumise à une rude concurrence parce que ce samedi après-midi d'amphi blindé, vous avez de nombreux débats passionnants en même temps sur notre programme. Alors, cette conférence va porter sur un phénomène qui aura beaucoup fait parler cette année, celui de la soumission chimique, une expression parfois un peu qui peut nous interroger et qu'on aura retrouvé dans un certain nombre de moments d'actualité de l'année, que ce soit l'affaire Pellico, du nom d'un mari ayant drogué sa femme pendant de nombreuses années pour la faire violer par d'autres hommes, que ce soit l'affaire Le Squarneck, du nom d'un médecin chirurgien qui aura fait plus de 300 victimes, essentiellement des enfants. Ces affaires ont jeté une lumière crue, une lumière nouvelle sur ce phénomène d'administration de produits chimiques, notamment de médicaments, à des fins criminelles. Un épisode aussi comme celui de la fête de la musique, où s'est répandue comme une traînée de poudre la rumeur de piqûres, semble lui avoir plutôt contribué à véhiculer un certain nombre d'idées reçues, voire de fake news tenaces, et à entretenir angoisse, culpabilité et sentiment chez les femmes qu'elles étaient sommées de se protéger elles-mêmes d'agressions sexuelles, d'agressions potentielles. Bref, il était tout naturel pour moi, Sarah Legrain, députée donc de la France Insoumise, comme vous le savez, et membre de la délégation aux droits des femmes, vice-présidente, même si ce n'est pas des médailles qui ont un grand sens à l'Assemblée nationale, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et donc intéressée à ces questions d'égalité femmes-hommes et notamment aux questions de violences sexuelles. C'était tout à fait naturel pour moi de vouloir en parler, à la fois parce que je pense qu'il faut mieux connaître la spécificité de ce problème de santé publique majeur que recouvre la notion de soumission chimique, pour mieux, évidemment, collectivement, politiquement, le combattre, pour protéger et accompagner davantage les victimes. Mais aussi parce que je suis convaincue qu'en levant les préjugés et les ignorances sur ce mode opératoire spécifique, celui de la soumission chimique, je crois qu'on peut mieux saisir la nature même des violences sexistes et sexuelles en général, leur dimension systémique, les rapports de domination, les abus de confiance en réalité sur lesquels elles reposent, bien davantage que sur des complexités de dosage chimique, voilà, et les conséquences qu'elles ont sur les victimes qui vont rencontrer sur leur chemin nombre d'obstacles pour se protéger d'abord et puis pour se réparer quand elles ont eu à subir des violences. Donc je suis très heureuse de pouvoir aborder ces thèmes et je suis très heureuse pour le faire d'accueillir avec moi deux femmes expertes. Sandrine Josso est députée de Loire-Atlantique, la 7e circonscription, si je ne me trompe pas. Elle est membre du groupe MoDem. Alors peut-être que le public des amphis ne s'attendait pas forcément à la présence ici d'une députée du MoDem, à l'heure où on annonce qu'on s'apprête à censurer le budget Bayrou et Bayrou avec. Et en effet, bien des choses peuvent nous opposer, vous vous en doutez, mais il m'a semblé important que la voix de Sandrine Josso, qui est comme moi membre de la délégation aux droits des femmes, soit entendue sur ce sujet de la soumission chimique. Elle vient de remettre au gouvernement un rapport sur le thème de la soumission chimique. Elle est aussi, peut-être d'abord, une lanceuse d'alerte, ce qu'on peut appeler une victime experte, puisqu'elle a choisi de parler haut et fort de l'agression dont elle a été victime de la part du sénateur Joël Guerriau, qui est aujourd'hui mis en examen après l'avoir, comme elle l'en accuse, drogué, probablement afin de l'agresser. Elle est devenue la marraine de cœur et la porte-parole de l'association M'endors pas, fondée par Caroline Darian, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui est la fille de Dominique Pellico. Et donc Sandrine, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir ici, malgré tout ce qui peut nous séparer politiquement, pour nous apporter tout ce que tu as aussi à nous donner comme expertise sur le sujet. Et merci de l'accueillir chaleureusement. Leïla Chaouachi est pharmacienne au Centre d'addicto-vigilance de Paris, rapporteure d'une enquête annuelle sur la soumission chimique auprès de l'Agence française du médicament, une enquête annuelle qui existe depuis un petit moment, mais fondatrice depuis 2024, elle nous en parlera, du CRAFS, Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, qui est devenu maintenant une structure absolument incontournable, essentielle, à la fois pour l'accompagnement des victimes, pour la formation des professionnels sur ce sujet. Leïla, vous êtes, je crois, la plus grande spécialiste de la question de la soumission chimique en France, et donc c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir à nos côtés. Donc merci pour votre présence aussi.
Et donc, dans cette conférence, pour donner un maximum de temps à nos invités, je vous propose qu'on prenne un premier moment pour faire un peu un état des lieux, pour nous débarrasser peut-être de toutes les fausses idées que nous pourrions avoir sur la soumission chimique, qui est parfois agitée de façon un peu sensationnaliste dans le débat médiatique, et pour mieux comprendre ce qu'elle implique pour les victimes, ce qu'elle représente comme enjeu de santé publique. Et puis, dans un deuxième temps, nous en viendrons aux préconisations pour se donner enfin les moyens de lutter contre ce phénomène et plus généralement contre les violences sexuelles en matière d'accompagnement des victimes, mais aussi en amont de prévention des violences, par une vigilance collective, sociale, qui ne fasse pas reposer uniquement, qui ne fasse pas reposer du tout sur les femmes, sur les potentielles victimes, la charge de leur protection. Et nous aurons ensuite un temps d'échange entre nous qui vous permettra de poser toutes les questions que vous voudrez et d'entendre les réponses. Juste avant de commencer à écouter nos invités, nos intervenantes, je voulais peut-être vous signifier, faire un petit point, ce qu'on appelle parfois trigger warning, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'aborder un sujet tout à fait anodin, et ce sujet il peut faire écho à des expériences vécues, y compris par des personnes qui sont ici dans cette salle ou sous cette tente, qui peut éveiller des émotions particulières. Je voulais vous dire que c'est OK. Que si c'est trop difficile à un moment, vous vous sentez totalement libre de quitter cette salle, personne s'en offusquera. Peut-être aussi de vous faire accompagner par une présence bienveillante à vos côtés. Et si jamais vous êtes venu dans cette conférence parce que vous êtes témoin, ou vous êtes victime, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de parler de votre situation, je vous invite à ne pas le faire au cœur de la conférence, ne pas le faire dans le moment d'échange public, parce que c'est quelque chose qui vous mettrait en danger, qui ne nous permettrait pas de bien accueillir votre parole. Mais je vous signale que Sandrine et Leïla vont rester un peu après cette conférence, que Leïla est pleine de ressources sur les endroits auxquels vous pouvez vous adresser, les démarches que vous pouvez avoir. Donc on ne vous laissera pas seul avec ces éléments-là, mais en tout cas vous redire que dans cet espace qui est le nôtre, qui est un espace de formation, on veille à ce que on évite que ça puisse être un moment de violence redoublée. Donc on essaye de mettre en place tous les cadres pour que la parole puisse être entendue dans de meilleures conditions que filmer dans une conférence avec plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes. Voilà, je pense que vous le comprendrez, et j'appelle chacun et chacune à la bienveillance et à la vigilance autour de vous si vous sentez que des gens se sentent pas bien. Voilà, je voulais le dire. Alors, pour commencer, la question de l'état des lieux. Quand on parle de soumission chimique, de quoi parle-t-on exactement, au-delà des idées reçues ? Quelle histoire, quelle actualité de ce phénomène-là, quel phénomène spécifique sur les victimes, est-ce qu'il y a des profils d'agresseurs, de victimes, etc. Sandrine Josso, donc, tu es députée, tu as tout récemment rendu ce rapport au gouvernement sur la soumission chimique. Je l'ai dit, tu as fait de ton expérience de victime un combat. En novembre 2023, tu as subi une agression de la part d'un sénateur qui était aussi et surtout pour toi un ami, une connaissance, en qui tu avais confiance. Et ce moment-là t'a incité à prendre la parole. Je vais te laisser toi choisir ce que tu as envie d'en raconter, mais je pense que cet événement-là lui-même dit beaucoup de choses, peut-être des idées reçues qu'on peut avoir sur le recours à la soumission chimique. Et en tout cas, tu as à ce moment-là choisi d'en parler après avoir pu t'enfuir fort heureusement de la situation dans laquelle tu te retrouvais piégé. Tu as courageusement dénoncé, et après tu as aussi, à travers l'association M'endors pas, pu porter la parole de ces victimes de soumission chimique. Alors justement, qu'est-ce que ton parcours, tes travaux t'ont appris sur cette stratégie d'agresseur particulière qu'est la soumission chimique, ses effets sur les victimes? Quelles sont les difficultés spécifiques auxquelles toi, tu as pu personnellement être confronté, ou des victimes qui t'ont parlé, parce que tu as du coup recueilli la parole de nombreuses victimes et choisi de la porter. Quelles sont les difficultés spécifiques qu'elles t'ont rapportées, et que nous apprend de façon générale ce mode opératoire spécifique sur les violences sexuelles en général? Merci Sarah, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, parce que c'est important de parler de ces sujets qui peuvent nous toucher de près ou de loin, des sujets un peu parfois tabous dans notre société.
quand je me suis engagée en 2017, c'était surtout pour porter des sujets de politique sociétale. Et j'ai souhaité, encore jusqu'à aujourd'hui, être vraiment en cohérence avec tout cela. Vous dire que le 14 novembre 2023, donc j'ai eu un moment de bascule dans ma vie parce que, comme l'expliquait Sarah, j'ai été à une soirée pour fêter la réélection d'un sénateur de mon département que je connaissais depuis 10 ans. Et celui-ci a mis une substance dans mon verre. Cette substance, c'était de la MDMA. Laïla pourra expliquer plus précisément ce qu'induit en fait l'absorption de ces substances. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette soirée-là, j'ai commencé à ressentir des nausées, la tête qui tournait, au bout d'avoir bu tout simplement une coupe de champagne. Donc, peut-être le premier message que je voudrais vous transmettre ici, c'est soyez en alerte quand vous-même, au bout d'avoir peut-être consommé un plat, bu un verre, si tout à coup vous avez tous ces malaises-là, que tout tourne autour de vous, qu'il y a quelque chose de pas normal, ou que si vous observez une personne qui tout à coup change de comportement autour de vous, et cette personne, elle peut avoir absorbé quelque chose qui est de l'ordre d'une substance. Alors c'est quoi les substances ? Ça peut être des drogues, mais ça peut aussi être des médicaments. Donc de là, j'ai réussi on va dire en allant chercher toutes mes forces qui me restaient, j'ai réussi à m'échapper. Et heureusement, j'ai pu me réfugier à l'Assemblée nationale parce que cette agression m'est arrivée tout près du Sénat. Et là, j'ai eu des collègues qui ont eu des bons réflexes, qui m'ont tout d'abord tout de suite écouté, qui m'ont cru. Donc ça, c'est vraiment important. Donc gardez ça à l'esprit. Quand quelqu'un vous parle, il faut vraiment investiguer le doute, croire et jamais la laisser seule. Et mes collègues ont appelé le SAMU. Et j'ai pu aller aux urgences d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital de la Riboisière. Et j'ai eu des prélèvements de sang, d'urine, qui ont donc établi effectivement le fait que j'avais été droguée à mon insu. Et de là, dans cette nuit-là, j'étais complètement bouleversée par ce qui m'arrivait, en même temps dans un état, on va dire, de malaise profond. J'ai voulu quand même poser des questions au personnel soignant. Je ne sais pas si il y a des gens autour ici qui sont dans ce secteur d'activité, mais vraiment merci au personnel soignant parce que eux ont pu me dire des choses très intéressantes qui ont motivé après le fait que j'ai souhaité m'engager. Ils m'ont dit que des personnes comme moi, c'était tous les jours. Et là, je me suis dit, mais on est passé vraiment à côté d'un fléau de santé publique. Et de là, quand j'ai pu un peu récupérer mes esprits, toute la nuit, ça a été vraiment une nuit d'horreur, mais le lendemain matin, un collègue est venu avec moi au commissariat, juste à côté de l'Assemblée nationale, pour que je dépose plainte. Et là aussi, c'est important, quand une personne a été victime, de pouvoir l'accompagner aussi dans tous ces moments-là, quel que soit le moment où, si elle veut pas porter plainte, on ne peut pas juger. Des fois, on sent la capacité de porter plainte tout de suite et des fois pas. Des fois, c'est un jour après, des fois, c'est un mois après, des fois, c'est 10 ans après, des fois, c'est 40 ans après. Voilà. Mais en même temps, à ce moment-là, je me disais, j'avais des personnes autour de moi qui me soutenaient. J'ai osé le faire et cette personne a été prise en flagrant délit parce que j'ai décrit en fait l'endroit où ça m'est arrivé. J'ai décrit ce qui m'a aidé à sortir de cette pièce-là parce qu'à un moment donné, quand tout tournait autour de moi, j'ai vu ce sénateur prendre mon verre et retourner dans sa cuisine. Et là, moi, j'ai été dans le salon et j'ai voulu regarder ce qu'il faisait dans la cuisine. Et je l'ai vu tenir un sachet, je suis même émue quand je vous le dis, un sachet. Et je l'ai vu ranger ce sachet. Et là, je me suis dit, il y avait quoi dans ce sachet ? Et comme j'ai décrit ça aux policiers, ils ont tout de suite pris le réflexe de se dire,
là, il faut faire une perquisition. Et donc, il y a eu une perquisition. Il a été donc mis en garde à vue. Voilà comment cette histoire a commencé. Et de là, je me suis dit que pour toutes les victimes de l'ombre, c'était important que moi, en tant que députée, je lance l'alerte et que je puisse, par cet intermédiaire, donner quelque part une visibilité à toutes ces victimes. Et après, dans un second temps, quand j'étais un petit peu, on va dire, un petit peu plus rétablie, j'ai décidé de retourner dans l'hémicycle et de demander au gouvernement une mission gouvernementale pour qu'on regarde ce sujet de près, pour qu'on fasse des propositions et qu'on puisse vraiment endiguer ce fléau. Cette mission, elle a été donc jusqu'au bout. Il y a eu une dissolution, je l'ai retrouvée, et il y a un rapport qui est sorti au mois de mai avec 50 recommandations. Ce rapport, je le suis de très près. Il y aura des choses qui vont être mises en place. Par exemple, dans peu de temps, dans 4 régions de France et une d'outre-mer, eh bien, vous pourrez, si vous êtes victime, aller vous faire prélever du sang, de l'urine, des cheveux sans porter plainte. Et c'est intéressant parce que c'est comme ça une course contre la montre, parce que ces substances disparaissent très vite, que parfois on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. Eh bien, avec des preuves, ça peut aussi nous donner le courage d'aller porter plainte. Donc je voulais vraiment vous dire que je suis déterminée, que c'est aussi les victimes d'hier, les victimes d'aujourd'hui, qui me donnent aussi cette force de continuer pour que, comme le dit Gisèle Pellicot, pour que la honte change de camp. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine, de nous partager cette expérience qui, je crois, doit toutes et tous nous convaincre qu'il n'y a pas de profil type ni de la victime ni de l'agresseur. Et que, contrairement à ce qu'on peut penser, la soumission chimique n'est pas quelque chose qui n'intervient que dans les fêtes d'étudiants en médecine, avec des jeunes filles alcoolisées et imprudentes, et que c'est une affaire avant tout de confiance trahie, d'abus de pouvoir. Et on peut aussi se dire, je pense que je ne te trahis pas, Sandrine, en disant ça, que peut-être que si Sandrine n'avait pas été députée et qu'elle avait été, je ne sais pas, une jeune militante invitée au domicile de Joëlle Garriaud, elle n'aurait peut-être pas eu le même soutien tout de suite, pas été crue de la même façon, pas eu les mêmes moyens d'accès à tout ce qui a permis de récolter les preuves et d'investiguer. Et ce que montre aussi ton expérience, c'est le fait qu'il est faux de penser, que ce soit en matière de soumission chimique ou ailleurs, qu'en matière de violence sexuelle, c'est parole contre parole et les preuves sont impossibles à trouver. Et les preuves, elles sont là si on veut bien les chercher et si on se donne les moyens de les chercher à temps et de les chercher de la bonne façon. Donc évidemment, il y a toute la question, et on va y revenir, de ces substances-là, de leur durée, des réflexes à avoir, des moyens qu'il faut mettre derrière pour que effectivement toute personne puisse très très vite avoir accès à tous ces tests. Et en même temps, plus largement, eh bien, s'il n'y avait pas la perquisition qui permettait ensuite de trouver le sachet de drogue, si je me permets de le dire aussi, après qu'il ait invoqué le fait qu'il avait consommé de la drogue parce qu'il souffrait d'avoir perdu son chat, je me permets de dire que c'était ça la défense, mais pas de chance pour lui. 3 jours plus tard, parce qu'ils ont pris la peine d'investiguer dans son téléphone, ils ont trouvé des recherches viol, drogue, voilà, dans son téléphone. Bon, donc ça veut dire aussi que quand on se donne les moyens de la perquisition, des recherches, etc. Et puis maintenant, il y a, si je ne m'abuse, une seconde victime. Il va y avoir un procès en janvier prochain. On espère aussi que Sandrine Josso recevra toute la lumière et tout le soutien dont elle aura besoin à ce moment-là, parce que ce sera forcément une épreuve. Mais voilà, quand les choses sont bien faites et qu'on se donne les moyens de l'investigation, on se rend compte que oui, des preuves, il y en a, des faisceaux d'indices, il y en a, des faits réitérés, il y en a. Et je pense que c'est important de le souligner à travers ton expérience. Je passe maintenant sans tarder la parole à Leïla Chawachi. Donc vous avez, je vous ai dit, vous êtes rapporteur d'une enquête annuelle sur la soumission chimique. Vous avez créé en 2024 ce centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Donc je vais vous laisser présenter cette initiative et nous expliquer ce que c'est justement ces agressions facilitées par les substances et cette notion de soumission chimique qui est arrivée
assez récemment dans le débat public, qui est un peu associé dans les esprits beaucoup à la drogue dite du violeur, le GHB, comme si il fallait forcément que ce soit une drogue assimilée au milieu de la fête. Et pourtant, on a vu avec l'affaire Pellico, avec l'affaire Le Squarneck, que c'était pas, et avec l'affaire Oudgario aussi, que c'était pas forcément ce qu'on pensait. Vous êtes très bien placé pour savoir que ce phénomène, il a beaucoup plus il est très actuel, mais il a une histoire, une antériorité, il est très répandu, très divers. Donc vous allez nous aider à mieux le cerner et à se défaire de nos idées reçues et à mieux y faire face. Alors, merci beaucoup. Effectivement, j'aimerais revenir d'abord sur un volet un peu plus historique, entre guillemets. On parle beaucoup de la soumission chimique en ce moment, ce qui est extrêmement bien, c'est vertueux. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est penser que c'est un phénomène nouveau. C'est aussi absurde de dire qu'il n'y avait pas de soumission chimique avant l'affaire Pellico que de dire qu'il n'y avait pas de droit de cuissage avant l'affaire Harvey Weinstein, par exemple. Donc c'est absurde. Il y a une libération de la parole, il y a un mouvement qui se crée et puis il y a une mise en lumière d'une thématique qui s'impose comme étant une urgence. Quelque part, la société civile a imposé son urgence sanitaire en plein calendrier Covid. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en réalité, la soumission chimique, elle nous imprègne tous. On a tous, je pense, lu des contes. Donc, on a tous entendu parler de la mythologie. Et je pense qu'en réalité, elles sont infiniment plus nombreuses, les affaires de soumission chimique ou les histoires que vous connaissez sur la soumission chimique et que vous n'identifiez pas forcément comme telles. Moi, quand j'étais en classe de 4e, c'était enseigné au collège, j'avais mes cours sur Tristan et Iseut, par exemple. Alors, dans les contes, on parle de filtre d'amour. Alors, en 2025, j'ose espérer qu'effectivement, à minima, drogue du violeur, et puis sinon, soumission chimique. Alors, je parle évidemment de Tristan et Iseut, mais sans vouloir faire le projecteur sur Tristan et Iseut spécialement. Hein. Ça peut être filtre d'amour, filtre de vérité. On peut parler aussi de la sorcière Circé qui attirait les marins avec la scopolamine pour les transformer en cochons. On peut parler du dieu Dionysos qui transforme l'eau en vin quand les nymphes viennent s'abreuvoir, parce que c'est sa technique de drague. Donc, et on peut continuer à développer ces sujets à l'infini pour vous rendre compte que l'usage des substances dans le but de commettre un crime, puisque le viol est un crime, vous le savez, donc c'est vieux comme le monde. Une fois que je vous dis que c'est vieux comme le monde, j'aimerais surtout pas vous laisser penser que c'est uniquement dans la littérature et la mythologie, à des fins cathartiques finalement, et puis c'est tout. Malheureusement, c'est bien une réalité criminelle. Et en réalité, des affaires de soumission chimique aussi, vous en connaissez des tonnes. Mais vous ne les avez pas forcément identifiées comme telles. Je pense qu'ici, si on disait par exemple l'affaire Polanski, tout le monde sait ce qu'est l'affaire Polanski. Mais combien l'ont identifié comme un cas de soumission chimique infantile ? Quand on a moins de 15 ans, qu'on nous sert des flûtes de champagne, qu'on nous donne un médicament hypnotique, donc qui endort, avant de procéder au viol d'un enfant, ça s'appelle une soumission chimique infantile. Je suis un enfant, je n'ai pas besoin de leurre, je n'ai pas besoin qu'on me piège, je n'ai même pas besoin qu'on me force, je suis un enfant, j'obéis. J'ai moins de 15 ans, je ne consens pas. Donc c'est une soumission chimique infantile. Et après, on peut décliner à l'infini, et ça fait un peu le pas sur la suite. Je pense que tout le monde connaît l'affaire Fourniret, l'affaire Dutroux et j'en passe, peut l'identifier comme des cas de soumission chimique. Donc vous le comprenez, la soumission chimique, c'est des violences sexuelles essentiellement, mais pas que. C'est aussi des enlèvements, des séquestrations, des infanticides, et tout fait criminel ou délictuel. Parce que ce que j'aimerais que vous reteniez avec moi, en tout cas c'est mon objectif ici, c'est de ne jamais départir la soumission chimique des violences de façon générale. On est en train de parler d'un mode opératoire des violences, on n'est pas en train de parler d'un phénomène. Et donc, ce sont bien les structures qui prennent en charge les violences qui doivent prendre à bras le corps la question de la soumission chimique. Elle concerne effectivement dans la majorité des cas des femmes qui sont victimes de ces violences, mais elle concerne également des hommes et des personnes transgenres, qu'il s'agisse d'hommes assimilés femmes à la naissance ou de femmes assimilées hommes à la naissance. Nous sommes absolument tous concernés par la soumission chimique, quel que soit notre âge, quel que soit notre genre, quelle que soit notre orientation sexuelle. Nous sommes absolument tous concernés. Je vous donne juste une idée. Les victimes de soumission chimique, effectivement, c'est 82% de femmes dans nos données 2022. Mais les hommes et les personnes transgenres sont présents. Et on a ça s'étend dans l'âge de 1 mois à 90 ans. Donc ça vous donne une idée qu'il n'y a pas d'âge non plus pour être soumis chimiquement. Tout comme il n'y a pas de lieu, de contexte et d'auteur sur lequel ça serait inscrit sur le front qui serait dangereux et qu'il faudrait l'éviter. Parce que j'ai un scoop pour vous.
on l'éviterait. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ça en mémoire. J'aimerais aussi vous dire que la soumission chimique, donc là, je vous ai cité par exemple tout à l'heure des affaires qui datent des années 70. Donc, on n'est vraiment pas sur des faits récents. Sur les faits plus récents, on pourrait parler du violeur de Tinder, pour ceux qui ont suivi un petit peu, et d'autres affaires de ce type. Et puis, Sarah, en introduction, s'y présentait un certain nombre. Mais la soumission chimique comme étant un enjeu de santé publique, ça existait déjà depuis un petit moment. Mais il y a un tournant aujourd'hui, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire que tout a été fait, qu'il n'y a rien à faire. Il y a tout à faire, le chantier est immense et on est très en retard. Donc les choses soient bien claires. En revanche, c'est important de revenir à l'origine de l'enquête, puisque tu me demandais de la présenter. Les premiers signalements, en fait, ils nous sont venus de santé publique, je veux dire. Là, je ne parle pas des faits divers, comme on les appelle. C'est venu de l'enfance maltraitée. Donc, c'est justement les enfants que nous, on appelle dans notre jargon les enfants battus chimiquement. Les enfants battus chimiquement, ce sont des enfants qui ont été identifiés dans des situations de léthargie. Alors, eux, on ne les frappe pas avec des coups, mais on les assomme avec des médicaments pour se soustraire à ses obligations parentales, pour sortir le soir, pour ne pas leur raconter une histoire pour dormir, pour qu'ils arrêtent de s'agiter ou peu importe. C'est aussi un traitement qu'on réserve beaucoup à nos aînés, aux personnes âgées. Et vraiment, si on se concentre 2 secondes sur les aînés, on est à l'âge de pierre du traitement de nos aînés. C'est vraiment un scandale, le traitement qui est réservé à nos aînés. La violence et la maltraitance chimique est énorme. Et pour eux, bien sûr, les sévices sexuels existent. Je pense que l'affaire Pellico devrait nous convaincre collectivement qu'un village était prêt à faire le déplacement pour violer cette pauvre femme. Mais indépendamment de ça, évidemment qu'une personne âgée, parce qu'elles sont... J'insiste sur les personnes âgées parce qu'elles sont extrêmement invisibilisées et c'est pas possible. Donc les personnes âgées sont parfaitement désirables, parfaitement vulnérables. Et il y a bien sûr un fétichisme aussi autour des personnes âgées. Donc j'insiste énormément là-dessus. Elles sont victimes de sévices sexuels également, au même titre que les enfants. Elles sont victimes de maltraitance chimique, au même titre que les enfants. C'est juste qu'elles ont un petit plus, c'est qu'on les vole et qu'on fait de l'extorsion de l'héritage, du détournement testamentaire et autres. Mais puisqu'elles ont de l'argent que les enfants n'ont pas. Mais globalement, ce sont les rencontres entre les extrêmes de la vie. Mais cette enquête, du coup, elle a vu le jour dès 97. On va avoir le premier signalement de santé publique. Et on apprendra que des enfants, c'est la professeure Jacqueline Jouglar qui va identifier à Marseille des enfants en situation de léthargie. Va s'ouvrir une enquête en 82, pardon, c'était Jacqueline Jouglar. En 97, c'est Chantal Bismuth qui va faire cette découverte également. Et un état des lieux va être demandé. Dans les années 90, c'est là aussi que le GHB va prendre la place de drogue du violeur, comme on l'appelle. On aura le temps de déconstruire tout ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le GHB qui est utilisé en matière criminelle. Loin de là. Donc, un état des lieux va être fait. Effectivement, qu'est-ce qui va en ressortir? C'est que ce sont des médicaments, essentiellement, qui sont utilisés, détournés de leur utilisation médicamenteuse à des fins criminelles. Donc, d'ailleurs, au départ, on ne parlera pas de soumission chimique. Au début, on parle de soumission médicamenteuse. Et vous comprendrez pourquoi, du coup, c'est l'agence du médicament qui s'est saisie de la thématique, puisque c'est l'agence du médicament qui est censée être garante, justement, de la protection, de limiter au maximum le risque de détournement et de mettre en place les mesures de réduction des risques nécessaires. C'est bien les médicaments qui sortent de nos usines pharmaceutiques. C'est pas des médicaments de rue ou de la contrefaçon, c'est vraiment les médicaments qui sont dans vos armoires à pharmacie familiale. Donc cet état des lieux va commencer et les informations vont être tellement intéressantes qu'on va justement décider de mettre en place en France une enquête institutionnalisée. Donc tous les ans, il y a cette enquête. Là-dessus, je pense qu'on peut quand même dire cocorico parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se gargariser d'avoir plus de 20 ans de recul sur une enquête pharmaco-épidémiologique qui est institutionnalisée, je veux dire qui est portée par les autorités. Mais une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on est très très loin de la prise en charge des victimes. On parle uniquement de la vigilance, de la surveillance. Cette étude, elle n'a pas juste vocation à savoir qu'est-ce qui circule, etc. et regarder comment évoluent nos courbes. Elle a l'objectif de mettre en place des mesures de prévention qui soient adaptées et actualisées. Et le nerf de la guerre pour nous, c'est d'identifier les modes opératoires criminels. Ce qu'on veut savoir, c'est pour ça qu'on travaille avec les experts analystes toxicologues, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme substance et comment est-ce qu'on parvient à soumettre chimiquement des victimes pour essayer au maximum de les en prémunir. Et effectivement, les idées reçues là-dessus sont très larges. Alors, je vais en citer quelques-unes parce que je pense qu'il faut que la parole circule. Mais c'est important de dire que, effectivement, je vous ai parlé des genres, je vous ai parlé des âges.
Je pense que ça a été évoqué, mais c'est important de le redire encore une fois. Les agresseurs, oui, sont majoritairement des hommes dans l'écrasante majorité des cas, donc c'est plus de 90% de nos données. Les femmes peuvent être auteurs de violences, c'est important tout de même de le dire. Pas pour les mêmes faits criminels et délictuels. Nous, dans les données qui concernent les hommes auteurs de ce type de violences, c'est surtout des violences sexuelles, des violences physiques qui sont associées. Chez les femmes, on retrouve surtout les maltraitances infantiles et on retrouve les infanticides essentiellement avec en première position les vols. Mais globalement, c'est une écrasante majorité d'hommes qui sont auteurs de ces violences, sachant qu'en revanche, les victimes, hommes, femmes ou personnes transgenres, sont toutes, sans exception, au premier niveau concernées par les violences sexuelles. Donc je ne le redirai jamais assez, les violences sexuelles concernent tout le monde. Donc ça, c'est très important. Ça ne se passe pas que dans l'espace festif, on l'a dit, on le redira autant de fois que nécessaire, c'est dans la sphère privée, surtout dans la sphère privée, mais aussi, et Sandrine l'a parfaitement démontré, dans la sphère professionnelle et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc il n'y a pas non plus de classe sociale qui s'apparente à ce type de pratique, ça concerne absolument tout le monde. Et puis, on a souvent tendance à penser que ce sont des drogues. Je vous ai dit, ça peut être des médicaments, mais il n'est pas question de dire que les drogues ne peuvent pas être concernées. Elles peuvent être concernées, mais au même titre que les médicaments. Donc, on a pour les médicaments surtout des sédatifs. Donc, ce sont des substances qui endorment, qui fatiguent, qui fragilisent, qui facilitent le passage à l'acte. Donc, des médicaments qui endorment concrètement. Mais il y a aussi des drogues. Elles sont aujourd'hui au coude à coude avec les médicaments. Et ces drogues, elles sont, tout à l'heure, justement, Sandrine parlait de MDMA. Elles sont souvent stimulantes. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a tendance à dresser le portrait robot parfait de la victime qu'on est prête à croire. Et la victime qu'on est prête à croire, c'est une poupée de chiffon qui est endormie, qui est clairement manipulée sans son accord sous les vidéos de surveillance ou privée. Attention, c'est pas une vidéo qui dit ce qui coule dans vos veines, encore moins si vous l'avez consommé volontairement, et ça ne fait pas preuve de consentement. J'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est même devenu une arme des criminels contre les victimes. Maintenant, on prend soi-même les vidéos pour dire « regardez comme elle est consentante ». Donc attention, on peut vous administrer une substance qui vous endort, on peut vous administrer une substance qui vous stimule, vous pouvez être une victime de soumission chimique déchaînée sur la piste de danse et même entreprenante. Vous n'y êtes pour rien. Et puis après, on a aussi les substances qui dissocient. Donc là, l'objectif, c'est pas de, comme les stimulants, d'euphoriser, sensualiser, etc., altérer le comportement. Là, ça va être de créer une distorsion audiovisuelle qui fait que vous n'avez plus de contact avec la réalité. Et donc, du même coup, vous n'êtes plus en capacité de vous défendre. Donc, vous l'avez compris, l'objectif de l'agresseur est toujours le même. Qu'il vous endorme, qu'il vous stimule ou qu'il vous dissocie. Son objectif, c'est réduire vos capacités de défense pour faciliter son passage à l'acte criminel ou délictuel, largement prémédité. Parce qu'il en faut de la préméditation pour ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça aura vraiment contribué déjà à défaire un certain nombre de préjugés. Et puisque vous l'avez dit, c'est finalement, ça fait un moment en France qu'on s'est penché, que l'agence du médicament s'est penchée sur le sujet, se pose un peu la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Hein, parce que du coup, il y a cette prise de conscience, il y a cette information dans la population générale qui se fait, notamment grâce à vous, grâce à votre travail, mais on a l'impression qu'il y a quand même un très très long chemin à parcourir. Hein. C'est un phénomène ancien, repéré depuis longtemps. On se dit, la France, elle a dû mettre en place tous les dispositifs. Il y a le CRAFS, il doit être blindé de moyens, il doit y avoir plein de CRAFS un peu partout dans les régions. Voilà. Que finalement, est-ce qu'on a tout mis en place? Bon, si vous avez suivi, par exemple, les procès Pellico et le Squarneck, vous pouvez voir à quel point ils ont pointé des défaillances majeures, et y compris des institutions qui, les premières, devraient être vigilantes sur le sujet. Je pense aux institutions médicales. Voilà, dans le cas de l'affaire Pellico, on se dit, il y a quand même des médecins qui ont été consultés pendant des années par une femme qui disait... je me sens pas bien, j'ai des vertiges, je comprends pas, qui se retrouvaient avec quand même des infections sexuellement transmissibles, etc., sans qu'à aucun moment la piste de la soumission chimique ne soit investiguée. Et c'est vraiment par un pur hasard, parce que vous avez un policier qui a l'idée de se dire, vu que cet homme a filmé sous les jupes d'une femme dans un supermarché, on va peut-être aller regarder ce qu'il y a dans son téléphone et dans son ordinateur, qu'on se rend compte qu'il est en train de soumettre chimiquement sa femme depuis des années. Voilà. Et de la faire violer par une cinquantaine de personnes. Bon. Si vous regardez l'affaire Le Squarneck, c'est encore plus, saisissant, parce que là, vous avez l'institution médicale elle-même, vous avez un homme qui utilise
l'autorité médicale pour commettre ces crimes, dans le cadre de ses fonctions, avec l'autorité de la blouse, avec l'usage des médicaments, ce qui montre bien aussi que c'est pas voilà, qu'il faut pas forcément être capable de se fournir des drogues sur le marché noir et d'avoir voilà cette voilà, de pouvoir aller d'avoir ce lien avec des dealers, etc. Bah non, en fait, par exemple, vous êtes médecin, voilà, ou par exemple, vous avez dans une armoire à pharmacie chez vous et vous êtes en capacité sur Internet de vous renseigner sur les effets secondaires des médicaments que vous avez. Voilà. Et voilà. Et là aussi, on a une institution médicale qui a montré toutes ces défaillances, que ce soit ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont couvert au nom du respect voilà, et avec des centaines de victimes. Donc cet aveuglement coupable doit nous alerter. On a aussi pu voir que récemment, je vous ai parlé des moments de rumeurs qu'il y a eu au moment de la fête de la musique, mais on en tire quoi? D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait si finalement est-ce qu'il y a eu une femme qui a été piquée ou pas? Voilà. En fait, on en tire un effet de panique générale, de psychose. Il y a eu un truc, plus personne ne sait si finalement il y a eu des piqûres ou pas. Et puis alors du coup, qu'est-ce qu'on fait contre les piqûres? Et puis de toute façon, comme ça passe pas que par les piqûres, mettez des trucs sur vos verres, etc. Bon, là, j'aimerais qu'on vienne à la question des préconisations, et pas des préconisations pour les supposées potentielles victimes, pour les appeler à la prudence. J'aimerais qu'on parle pas de prudence, mais j'aimerais qu'on parle de préconisations politiques pour une vigilance collective, pour mieux faire face à ce phénomène, aborder du coup entre nous les lacunes, les défaillances, tant en matière de prévention. Et je pense qu'il faut aussi, quand on parle de prévention, parler de potentielles victimes, mais aussi de potentiels auteurs, de rappeler ce que c'est, ce qu'il y a aussi, ce que c'est exactement ce que c'est exactement que des actes sexuels commis avec quelqu'un qui est sous emprise de substances, que ce soit parce que vous lui avez administré ou parce qu'elle se l'a administré toute seule. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis aussi de détection de ces agressions, d'accompagnement des victimes, de récolte des preuves. Donc j'en viens à toi Sandrine, puisque ton rapport avance 50 recommandations. Je me permets de souligner que sur les 15, que sur ces 50, il y en a 15 qui sont à mettre en œuvre en priorité dès l'année 2025. J'ai lu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS 2026 et le projet de loi finance de PLF 2026. Donc je ne vais pas polémiquer sur les annonces que nous avons, mais j'aimerais qu'on entende, pour qu'on puisse être très vigilant sur le sujet, quelles ont été les préconisations de ton rapport pour que ce problème de santé publique soit traité à bras-le-corps en matière de notamment tout ce qui coûte des moyens, parce que c'est beaucoup des questions d'investissement budgétaire en réalité, de formation des professionnels. C'est qui les professionnels à former, les structures d'accueil des victimes, quel est l'état des lieux sur le territoire et comment on doit développer ça, le recueil des preuves, parce que pendant un moment on a pensé que ça pouvait se faire peut-être en pharmacie. De ce que je comprends, on est encore loin de ça. Donc voilà, toutes ces préconisations d'ordre budgétaire, d'investissement qu'on doit mettre, mais aussi peut-être est-ce que l'industrie pharmaceutique n'a pas aussi ses responsabilités à prendre sur le détournement des médicaments, etc. Je te laisse la parole. Merci Sarah. Dans les 15 recommandations, je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est que cette année, aux alentours normalement du 25 novembre, il y aura une grande campagne de sensibilisation sur la soumission chimique, une grande campagne nationale tout public. C'est important parce que quand vous dites soumission chimique, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est aujourd'hui. On croit que c'est un terme scientifique. Moi, on m'a même parfois répondu c'est une histoire d'écologie peut-être. Donc vous voyez, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire sur la sensibilisation. Donc ça fait partie des recommandations du rapport. Ensuite, la formation. Alors la formation de beaucoup de monde en fait. Le monde médical, on l'a dit tout à l'heure, cette fameuse errance médicale, cette errance de diagnostic qu'a eu Gisèle Pellicot. Je pense que malheureusement, avec tous les témoignages que je reçois tous les jours, c'est pas la seule à être dans l'errance. Ensuite, donc, quand on veut bien former, il faut former bien sûr les médecins, mais également, par exemple, les personnes qui travaillent dans le secteur de l'aide sociale, les personnes qui accompagnent les enfants. Il faut aussi qu'on ait des formations diplômantes universitaires sur ce sujet. Il faut à tout prix qu'on puisse proposer une formation continue. Par exemple, ne serait-ce que les études de pharmacie. Et puis intervenir donc à plein d'endroits.
Bien sûr, auprès de nos étudiants, mais pas que. Et également nous dire que en fait, la soumission chimique, plus on comprendra que c'est interdit, que effectivement les symptômes ils sont variés, plus la société sera solidaire pour prévenir, plus on sera en capacité de se dire que une victime, voilà, elle ne doit pas payer ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que dans mon rapport, il y a plein de préconisations qui concernent l'accompagnement des victimes. Alors, l'accompagnement médical, pourquoi ? Parce qu'une victime, quand elle vit ce genre d'épreuve, elle a ce qu'on appelle après un stress post-traumatique. Énormément de professionnels qui sont censés accompagner les victimes ne sont pas formés à ce qu'est le stress post-traumatique. Donc ça, il y a des formations très importantes qui doivent se déployer à ce sujet. C'est quoi le stress post-traumatique ? C'est quand vous avez vécu une épreuve comme ça, eh bien, vous avez plein de comportements à la suite qui sont des comportements dus au fait que en fait, vous êtes, le temps passe, les semaines passent, les mois passent, mais c'est comme si votre cerveau était toujours dans le moment, comme si vous étiez dans une voiture avec le pied sur l'accélérateur et la main sur le frein à main. Et les victimes, pour continuer à être en vie, pour continuer à tenir, en fait, elles adoptent ce qu'on appelle en fait, des comportements un petit peu caméléons. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est peut-être pas une victime parce qu'elle sourit. C'est peut-être pas une victime parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir une bonne mémoire. Donc, quand vous arrivez dans un commissariat, que vous faites part de votre vécu, quand vous souhaitez porter plainte, si les policiers, si les gendarmes ne sont pas formés, si par exemple les procureurs ne sont pas formés, eh bien, en fait, vous avez des victimes qui sont dans des situations où on ne les aide pas à collecter des preuves. Donc il y a toute une formation du monde judiciaire, de l'accompagnement des victimes. Et puis après, vous savez, un parcours pour déposer plainte, c'est un parcours du combattant. Pourquoi ? D'une part parce que, comme je vous ai dit, il y a des carences de formation à tous les endroits. Ensuite, dans les tribunaux, et même tout au long des expériences de vie, les victimes, elles se retrouvent en survictimisation, c'est-à-dire que, en fait, on va minimiser. Voilà, on va dire aux victimes, mais ça fait longtemps, tu devrais avoir pu t'en remettre. Vous voyez, en fait, c'est tout ça. Donc, il y a dans toutes les recommandations, c'est vraiment tout le champ de l'accompagnement médical, de l'accompagnement judiciaire des victimes, de la formation des professionnels, mais de tous. Ça peut être des pompiers aussi. Parce qu'il y a un pompier, souvent, vous savez, dans les endroits où il y a des déserts médicaux, on va faire appel, par exemple, aux pompiers. Dans certaines situations, si les pompiers ne sont pas formés, là, on ne va pas avoir les bons réflexes. Et puis après, bien sûr, l'épreuve. L'épreuve, c'est quand même avant tout un prélèvement de sang et d'urine le plus rapidement possible dans les heures qui suivent. Alors, si vous êtes loin d'un hôpital, si vous allez dans un hôpital où les services d'urgence ne sont pas formés, si vous allez bon an, mal an, mais avec toutes les difficultés du monde, voir votre médecin, mettons dans le jour suivant, si le médecin n'est pas formé, il y a des cas, on va dire, terribles. Le médecin, il croit bien faire. Il se dit, je vais vous prescrire un prélèvement de sang et d'urine, aller dans le laboratoire d'à côté. Et donc, la victime, elle y va, elle fait confiance à son médecin qui n'est pas formé. Et il faut savoir qu'il y a des laboratoires qui sont référencés. C'est en train de se mettre en place au sein d'un répertoire national, mais le laboratoire qui est, par exemple, dans votre commune, il n'est pas spécialement référencé. Donc après, c'est trop tard. Et après, si, par exemple, vous vous retrouvez dans une circonscription où les procureurs ne sont pas formés, un gendarme, un policier, il a beau appeler. Il dit, voilà, je suis en face d'une victime. Si par exemple le procureur sait que
c'est compliqué pour lui d'avoir des preuves, que ça coûte cher. Enfin, voilà, dans sa tête, hein, c'est des croyances, tout ça. Eh bien, il ne va pas penser qu'il faut un prélèvement de cheveux. Si, par exemple, c'est un peu trop tard, eh bien, il y a encore la possibilité, par exemple, 1 mois et demi après, d'aller faire un prélèvement de cheveux. Mais il faut connaître aussi toutes les bonnes conditions d'un prélèvement de cheveux. Vous voyez, c'est tout ça, c'est-à-dire que il faut surtout pas se couper les cheveux, pas se faire de traitement, de teinture. Et en fait, c'est plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment de la formation, ça c'est indispensable à tous les endroits, de la bientraitance aussi des victimes, de la connaissance du psychotrauma. En fait, quand tu disais qu'on était vraiment à l'âge de pierre, et vous le disiez toutes les deux, c'est vraiment ça. Donc, toutes les recommandations du rapport, en fait, elles vont dans ce sens-là. Ensuite, je pense qu'il ne faut jamais rien lâcher, c'est-à-dire qu'il faut aussi vérifier que les choses sont appliquées. Je pense que, quelque part, j'ai une grande responsabilité à travers cela. C'est aussi de redonner la dignité aux victimes. Ça, c'est important. Et de dire aussi, de donner un message d'espoir, que les victimes, elles peuvent s'en remettre, si elles ont un environnement, des amis, un environnement social, un environnement familial, un environnement professionnel qui va être vraiment aidant et bienveillant. Donc, vous avez tous un rôle déjà à jouer. Et puis, ensuite, je pense qu'il faut aussi tordre le cou aux idées reçues. Nous... au sein de cette mission gouvernementale, on s'est dit qu'il fallait aussi aller vers les trous dans la raquette. C'est-à-dire que en général, quand ça vous arrive, c'est aux heures profondes de la nuit. C'est par exemple le week-end. Donc, très compliqué d'aller se faire prélever du sang et de l'urine. Il faut des personnes ressources, comme par exemple des infirmières. Et donc, une mission aussi qui est dans ce rapport, c'est mettre en place un protocole national de prélèvement de sang, d'urine et de cheveux, quelle que soit l'heure de la nuit, les week-ends, partout, pour lutter contre ce contre-la-montre. Et puis aussi se dire que la première chose, c'est que les victimes, elles ne sont pas coupables. Et moi, je veux vraiment dire que les victimes, elles ne sont plus seules. Merci beaucoup. Et voilà, tout autant de choses qui sont, vous le voyez, une collectivisation du sujet, si je peux employer nos gros mots à nous. Mais voilà, c'est pas à la victime de se retrouver seule face à comment je fais pour trouver le bon laboratoire ouvert, et puis qu'est-ce que je vais devoir débourser pour pouvoir faire ces prélèvements-là, parce que aujourd'hui c'est conditionné, si je me trompe pas, au dépôt de plainte. C'est ce qui est c'est aussi une recommandation du rapport, de dire attendez, c'est pas possible de dire à une victime alors qu'elle est potentiellement encore en amnésie, en questionnement sur ce qu'elle vient de vivre. Elle a juste compris qu'il y avait quelque chose qui était pas net et qu'elle a peu de temps pour prendre des preuves. Déjà, c'est incroyable qu'elle l'ait compris, qu'elle ait eu ce réflexe-là. Et vous lui dites, non, vous n'avez pas porté plainte, donc ce sera pour votre pomme, ou ce sera même pas possible, on va vous le refuser, quoi. Donc c'est cette idée-là, c'est que ces coups-là, et ça a un coût, et les violences, elles ont un coût pour l'ensemble de la société, et il faut que ce soit l'ensemble de la société qui les assume. Elles ont, il y a des responsabilités, c'est à l'ensemble de la société de les assumer, et c'est certainement pas aux victimes ni d'assumer les responsabilités, ni d'assumer les coûts de ce qu'elles ont subi. Et donc je me tourne vers vous, Leïla Chawachi. Donc vous êtes confrontée à cette situation, à cette question au quotidien depuis des années. Donc vous avez constaté un peu les évolutions positives aussi. Donc, je voulais savoir sur quoi on pouvait s'appuyer comme point d'appui quand même. Et puis évidemment dresser un peu le tableau des besoins que vous repérez pour qu'on agisse collectivement, qu'on laisse plus les victimes seules face à cette nécessité de se protéger, et puis face à la culpabilité et aux dégâts sur leur santé. Donc vous le traitez vraiment en termes de santé publique. Je sais que c'est important pour vous d'en parler en termes de santé publique. Vous voyez que c'est sous cet angle-là qu'on comprend les choses. Et donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire du point d'expertise où vous êtes sur le chemin que nous avons à parcourir ?
Donc déjà, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par Sandrine sur l'importance de la formation, sur l'importance de la sensibilisation, donc aussi bien pour les campagnes que tu citais tout à l'heure, aussi bien pour les formations des professionnels et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, de tordre le cou aux idées reçues. Moi, quand je suis invitée pour intervenir dans des formations auprès de différents types de professionnels, j'exige, c'est ma seule exigence, de d'abord déconstruire les idées reçues avant tout. Et déconstruire les idées reçues, pour vous donner une idée, mon topo dure 1h30. Donc c'est pour vous dire qu'elles sont vraiment... c'est pas cosmétique de le faire. Et pourquoi je vous dis ça ? Moi, je refuse de donner une conduite à tenir si on n'a pas déconstruit les idées reçues, parce que je peux vous donner la plus belle des conduites, écrite sur le papier comme il faut. Si vous ne savez pas que ça peut toucher une femme âgée, vous passerez à côté de Gisèle Pellicot. Donc il n'est pas utile de parler de conduite à tenir si on n'a pas déconstruit les idées reçues, c'est primordial. Et alors, ces idées reçues, je voulais dire un mot sur le CRAFS, parce que tout à l'heure, justement, je voulais que la parole circule, j'avais pas eu le temps de le développer, parce que ça fait partie des 15 recommandations prioritaires du rapport, et je t'en remercie, Sandrine, pour ton soutien pour le centre de référence. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fallu fonder le CRAFS ? Parce que je vous disais tout à l'heure que finalement de la vigilance sur le sujet, ça a toujours existé. Mais là, l'objectif, c'est de sortir de la surveillance. Non pas qu'il faille l'arrêter, la surveillance doit être permanente et je continuerai à être expert sur cette enquête. En revanche, quid de la prise en charge des victimes, là concrètement sur le terrain ? Et en fait, l'idée de créer le CRAFS, elle est venue, donc le centre de référence, elle est venue d'un constat de terrain, tout simplement. On a eu la libération de la parole en 2021, ça a été le grand tournant initial avec la libération de la parole dans la sphère festive. Donc qui a démarré en Belgique et puis qui s'est répandu comme une onde de choc sur différents territoires européens et même au-delà des frontières européennes. On a eu ensuite un écho tout à fait particulier en France, puisqu'on a eu à la fois donc la sortie du livre de Caroline Darian en 2022 qui a mis le projecteur sur les violences intrafamiliales, le mouvement M'endors pas qui a été lancé, que nous avons tout de suite coporté avec Caroline, et puis bien évidemment ensuite l'affaire qui met en cause le sénateur Joël Guerriau et qui montre que ça va jusqu'aux sphères professionnelles. Donc en France, il y a un retentissement tout de même tout à fait particulier avec l'ouverture de cette mission gouvernementale. Et dans le mélange de tous ces signaux, on a eu toujours en automne 2021 ces fameuses piqûres. Et donc j'aimerais revenir très rapidement sur ces piqûres pour vous expliquer pourquoi est-ce que ça a été aussi le déclencheur de la nécessité de mettre en place le CRAFS. Nous, ce qu'on a pu constater depuis la libération de la parole, c'est que les idées reçues sur la soumission chimique sont immensément nombreuses, et que c'est un problème pas pour le plaisir d'étaler sa science, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment parce que c'est délétère à la prise en charge des victimes. Quand vous pensez que ça concerne, comme je vous l'ai dit, qu'une femme, par exemple, vous passez à côté des personnes transgenres. Quand vous pensez que ça ne concerne que les jeunes filles de 29 ans, et je pourrais rajouter par provocation jeune et jolie avec une jupe courte dans une ruelle sombre, imprudente et alcoolisée, vous passez à côté de Gisèle Pellicot. Quand vous pensez que l'agresseur est toujours ce rôdeur solitaire, vous ne faites pas le focus sur l'agresseur en question. Quand vous pensez que c'est que du GHB, vous dites à une victime, allez, 6 à 9 heures dans le sang, 10 à 12 heures dans l'urine, le temps d'une nuit, c'est parti, t'as aucun moyen de faire l'épreuve, c'est délétère à la prise en charge des victimes. Donc c'est pas rien que de déconstruire les idées reçues, j'insiste vraiment très lourdement là-dessus. Indépendamment de ça, les idées reçues, à la limite, c'est encore gérable. Elles sont délétères, mais parce qu'elles ont un fond de vérité. Quand on dit c'est majoritairement des femmes, on ne ment pas. Elles sont disproportionnellement représentées. C'est partiel et partial, mais ce n'est pas faux. Il n'y a pas d'erreur. Beaucoup plus problématique que les idées reçues, ça a été les fake news. Donc il y a eu une avalanche de fake news, notamment pendant les piqûres. Ça ne veut pas dire que des piqûres n'ont pas existé, ça ne veut pas dire que les victimes ont menti, j'insiste profondément là-dessus. Simplement, en l'occurrence, on a fait les analyses, moi j'avais été nommée experte sur les piqûres, aucune substance n'a été retrouvée et pas d'agression au décours. Je vous ai dit, une soumission chimique, on vous administre un produit, on vous agresse. Là, il n'y a ni produit, ni agression au décours des coups et blessures si jamais c'était justement identifié comme tel. Donc ça ne répond pas à la définition de la soumission chimique. Ce qu'il y a eu surtout, c'est une contagion mimétique d'une peur panique qui a été largement promue par les réseaux sociaux et qui ont été d'ailleurs un sacré frein pour les libertés. Donc ça, c'est un point qui est important. Pire que ce frein pour la liberté, etc., et toutes les idées qu'on peut sortir autour de, comme tu l'as très justement dit Sarah tout à l'heure, donc il n'y a qu'à, faut que, tout est affaire de prudence finalement, fais pas ci, fais pas ça et tu verras, le viol c'est fini. Bon, alors je pense qu'il faut être très naïf pour imaginer qu'un
comme tu le disais tout à l'heure, qu'un capuchon à verre, qu'un vernis anti-viol, qu'une bandelette étau, hein, le bracelet, le chouchou, de tout ça, qui est aux frais des victimes, évidemment, sinon c'est pas drôle. Qui devient un business du malheur et surtout qui cible essentiellement les femmes, il faut le reconnaître. Donc ça, c'est des points qui ont été extrêmement importants. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ces idées reçues? Parce qu'elles vont continuer à entretenir l'idée que les victimes sont responsables de ce qui leur arrive. Et n'espérez pas d'une victime que vous culpabilisez qu'elle demande de l'aide. Parce que si je suis coupable, je ne mérite pas de l'aide. Par définition. Donc pour que je puisse porter plainte, pour que je puisse faire les démarches, pour que je puisse, sans parler de plainte, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'aller dans un parcours judiciaire, me reconstruire tout simplement, j'ai besoin de me sentir légitime dans ce que je fais et je suis légitime en tant que victime. On l'a dit, je le répéterai jamais assez, une victime de soumission chimique, c'est une confiance trahie. Non, les victimes de soumission chimique ne sont pas des écervelés qui laissent leur verre comme ça sans surveillance et qui n'ont pas respecté les règles élémentaires de prudence, ne pas parler aux inconnus, ne pas rentrer trop tard le soir et porter une tenue décente ou ne pas trop picoler. Les victimes de soumission chimique acceptent leur verre d'une personne de confiance, laissent leur verre sous la surveillance d'une personne de confiance ou laissent leur verre sans surveillance parce que c'est important de se le dire, c'est normal de laisser son verre sans surveillance, c'est normal. Donc, je sais pas vous, mais moi quand je vais en date, si je dois aller aux toilettes pendant le repas, je ne prends pas mon verre avec moi. D'ailleurs, j'ai toutes les chances de griller ma cartouche. Donc, je pense que laisser son verre sans surveillance, c'est important. Continuez à le faire, c'est important. Je ne dis pas ça en matière de... C'est pas du tout pour vous encourager à l'imprudence. Je pense juste que vous respectez déjà les règles de prudence et je pense que ça serait vous infantiliser que de vous dire que faites attention à votre verre. Moi, mon père, il me l'a dit à 12 ans de faire attention à mon verre. Et je fais attention à mon verre et de temps en temps, je fais pas attention à mon verre parce que j'ai envie de danser. Donc bon, c'est important de se dire, lâcher prise, c'est important. On va continuer à parler de fête dans tout ça. Il ne faudra pas qu'on soit uniquement effrayé par le crime qui effectivement est effrayant, mais qui ne doit pas faire société entre nous. Mais en tout cas, c'est important de le dire, parce que ce qu'on va entretenir après, c'est des outils de réduction des risques qui vont, eux, charrier toutes les idées reçues dont je vous parle. On a eu un florilège, les couvercles à verre, les pailles détectrices de drogue, les bracelets, etc., etc. Je vais vous prendre plusieurs exemples juste pour ne pas focaliser sur un outil plutôt qu'un autre, ça ne serait pas juste. Ils sont tous pourris. Donc, il faudrait... Donc, si on prenait par exemple les couvercles à verre, d'accord, les couvercles à verre, alors j'ai vu des chouchous par exemple qui se transformaient, mais ça peut être n'importe quel couvercle. Les couvercles à verre, ça vous laisse penser par exemple quand c'est des chouchous par exemple, quand on a des outils genrés, que ça ne peut concerner que des victimes femmes. Donc déjà, on n'est pas tellement protecteur et inclusif. Des outils inclusifs, c'est le minimum syndical. Ensuite, ça vous laisse penser que c'est le rôdeur, puisque je me prémunis contre le rôdeur et donc finalement je vais laisser mon verre couvert sous la surveillance d'une personne de confiance qui va remonter le capuchon parce que ce n'est pas infranchissable et va mettre la substance et je vais avoir l'illusion d'être protégée par ce verre. Si en plus je vais plus loin, ils sont promus uniquement sur des verres d'alcool, comme si c'était le seul moyen de vous droguer à votre insu. Inutile de vous dire que dans mes données il y a de l'alcool, il y a du soft, il y a même sans alcool ni rien, juste du leurre. Voilà, juste le produit directement que vous avalez. Chérie, j'ai pas envie de coucher avec toi ce soir, tu m'emmerdes. Eh ben, prends-en. Tu verras, si tu as mal à la tête, ça va te soulager. Ce n'est pas un Doliprane. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde et la personne avale directement le comprimé. Donc, il y a 1000 manières de droguer une personne à son insu. Je ne suis pas là pour vous livrer les recettes, mais juste pour vous dire que le promouvoir uniquement sur des verres d'alcool, ça laisse passer aussi un message qui n'est pas le bon. Oui, c'est majoritairement dans l'alcool, mais pas que. Et puis on va aller encore plus loin parce que c'est un sujet dont on n'a pas parlé et qui me paraît essentiel parce qu'on ne pourra jamais traiter ce sujet convenablement si on ne considère pas cette problématique. Et justement, Sandrine, tu la considères dans ton rapport et c'est important qu'on puisse en dire un mot. Ça laisse penser aussi que le danger est extérieur à mon verre. Alors attention, quand je vous dis ça ne veut pas dire ne picolez pas, hein. Vous faites ce que vous voulez, que les choses soient bien claires. Mais je dis juste qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus révolutionnaire encore que la soumission chimique et qu'on va devoir, au bout d'un moment, il va falloir crever l'abcès. C'est la vulnérabilité chimique. Vous avez 2 modes opératoires et criminels. Moi, j'ai appelé le CRAFS, c'est le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Je ne l'ai pas appelé centre de référence sur la soumission chimique. Voilà. Parce qu'il y a 2 modes opératoires criminels en matière d'AFS, ça s'appelle comme ça, les agressions facilitées par les substances. Soit on vous drogue à votre insu ou sous la menace, donc vous ne consentez pas à la consommation de la substance. Et ensuite, on procède à votre agression. Soit vous avez consommé volontairement la substance, vous avez pris de l'alcool, un rail de coke, de l'ecstasy, peu importe. Ça vous a mis dans un état de fragilité qui va être observable par l'agresseur et il va faciliter son passage à l'acte.
Il va dire c'est le moment ou jamais de commettre le crime ou le délit qui était intenté. Ça s'appelle la vulnérabilité chimique. Et c'est important de le dire tout de suite, dans les deux cas, c'est très grave. Personne n'a le droit de vous agresser, que vous ayez consommé volontairement une substance ou qu'on vous l'ait administrée à votre insu. Je vous assure, faites un micro-trottoir et posez la question si c'est tenable de droguer quelqu'un à son insu. J'ose espérer, à part les quelques personnes connectées sur Coco, que on dirait que c'est quand même dégueulasse de droguer quelqu'un à son insu. Faites l'essai en disant à une femme bourrée, on peut y aller? Et un mec défoncé à une drogue, on peut le détrousser? Et vous verrez que la réponse ne sera pas unanime. Alors moi j'ai des victimes et notamment des femmes qui sont alcoolodépendantes notamment, et je peux vous assurer que chez elles le viol c'est open bar. Et personne ne voit le problème. Hein. Donc la vraie révolution qui gronde c'est celle-là. Et si je vous parle de la vulnérabilité, c'est pas du tout pour faire diversion et vous parler d'autre chose. C'est là-dessus que j'aimerais vous alerter. C'est qu'en fait vous ne pouvez pas gérer une victime qui suspecte une soumission chimique si vous ne connaissez pas la vulnérabilité chimique. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez que suspecter qu'on vous ait drogué. Il n'y a pas de signe spécifique de la soumission chimique. Je vous prends un exemple. Je me réveille nue dans la rue sans souvenir. J'ai le droit de suspecter qu'on m'ait drogué à mon insu parce que les signes qui alertent, c'est cela. Donc j'ai un trouble de la mémoire, j'ai un trouble vraisemblablement du comportement, j'ai rien à faire nue dans la rue. Et potentiellement, tout m'indique que j'ai été agressée, notamment sexuellement. C'est normal que je suspecte qu'on m'ait drogué. Mais il n'y a que l'analyse qui dira si est-ce que j'ai vraiment été droguée à mon insu ou est-ce que j'avais 2 grammes d'alcool dans le sang, 3 grammes d'alcool dans le sang ou de la MDMA, peu importe. Et pour autant, l'agression a été subie. Dans les 2 cas, c'est très grave. Dans les 2 cas, c'est des facteurs aggravants au regard de la loi. Et j'insiste là-dessus sur le rapport parce que justement, Sandrine en a consacré une partie pour dire que ça doit être encore plus clair dans la loi, qu'on n'a pas le droit de violer non plus les femmes et les hommes bourrés et défoncés. Quand bien même avec des drogues illicites. On n'a pas le droit, basta. Donc là-dessus, ça me paraît très important parce que la victime que vous allez avoir au téléphone, et là je vous parle du CRAFS, puisque nous on a un dispositif de téléconseil, donc on oriente, on est toutes des femmes, on est toutes pharmacologues, on est expertes en santé publique, on est spécialisés dans l'usage criminel des substances et on est formés sur les violences sexistes et sexuelles et sur le psychotraumatisme, parce que quand vous avez un cancer, vous allez voir votre oncologue, et bien quand vous êtes victime d'une soumission chimique, il faut voir des personnes qui sont spécialisées sur le sujet pour vous orienter. Donc, c'est quand on a une victime au téléphone et qu'elle nous demande des analyses toxicologiques, on va lui dire, madame, on va rechercher les substances. Et s'il n'y a rien, vous n'y êtes toujours pour rien. Parce qu'on entend encore aujourd'hui, les victimes vous dire, parce qu'elles sont elles-mêmes imprégnées de tous les préjugés qu'on leur colle sur la peau, s'il m'a drogué, c'est de sa faute. Si je me suis droguée, c'est de la mienne. Donc, avant de déposer plainte, j'aimerais d'abord m'assurer que ce n'est pas moi la fautive. Alors, c'est jamais de votre faute, hein. Mais on vous le dira systématiquement au téléphone. Donc si vous ne faites pas le travail de déconstruction sur la vulnérabilité chimique, vous ne prenez pas en charge convenablement une victime qui suspecte une soumission chimique, parce qu'elle ne peut que le suspecter, elle a raison de le suspecter. J'avance rapidement sur la fin, juste pour dire que, bien sûr, juste pour vous dire que sur les préconisations, ce qui est essentiel, c'est, on a évoqué les premiers points, mais c'est très important d'avoir en mémoire qu'indépendamment des formations, etc., si on a décidé en fait de créer le centre de référence, c'est parce qu'il faut un contact continu avec les professionnels. Il faut que les professionnels et les victimes, le but c'est de rompre leur isolement, qu'elles puissent nous appeler et être orientées. Parce que c'est pas vrai qu'on pourra fabriquer des experts partout, par définition, et des spécialistes. Et tant mieux, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il faut juste pouvoir être en lien avec eux et pouvoir avoir les réponses nécessaires. Le CRAFS, il a été pensé pour ça. Parce que le parcours de la victime, c'est le parcours de l'errance, on l'a dit tout à l'heure. L'objectif, c'est qu'elle ait un point de chute de bienveillance et de compréhension du phénomène. Et on pourra l'orienter en fonction de ses besoins et en respectant sa temporalité. Et en sachant que oui, on ne va pas avoir une victime, comme on le dit parfois, très aidante. Parce qu'elle ne se souvient pas spécialement, parce qu'elle est un peu embrouillée, mais nous, on sait que c'est normal. Donc l'objectif, c'est que quand on nous appelle, on va orienter les victimes en fonction de leurs besoins. Donc on va déconstruire ces idées reçues qu'on fait là ensemble. On va les orienter vers les structures. Si elle ne souhaite pas déposer plainte, on ne la juge pas. On va l'orienter vers les structures qui vont l'encourager à le faire à moyen et à long terme. Si elle ne souhaite toujours pas franchir la porte sur le plan judiciaire, on peut aussi l'orienter vers le suivi psychologique qu'elle a besoin d'avoir si elle le souhaite. Si c'est encore trop difficile de franchir la porte du psychologue, ça peut l'être, difficile de demander de l'aide aussi auprès d'un psychologue, il existe des dispositifs d'écoute et des lignes d'écoute. On dépiste systématiquement le risque de suicidaire parce que ces femmes se suicident, ces hommes se suicident. Donc c'est important de le faire. On les oriente vers les dispositifs qui peuvent leur venir en aide aussi dans ces cas-là, etc., puisque chaque conseil est personnalisé et on va les orienter vers les structures qui peuvent les prendre en charge pour leur permettre de faire des prélèvements. La réalité, c'est que le maillage territorial est extrêmement hétérogène,
Donc il y a beaucoup de trous dans la raquette et c'est là où l'enjeu est majeur. Et justement, si on arrive à avoir des prélèvements partout, puisque l'urgence est de prélever, analyser, ça peut être transféré au laboratoire référent, mais l'urgence c'est de faire les prélèvements. Voilà. Merci beaucoup. Pour qu'on ait le temps d'un échange, je vais peut-être commencer à prendre les questions. Vous pouvez lever la main et c'est Hendrik ici qui a le micro qui va pouvoir vous le passer. On essaye de faire court dans les interventions pour qu'on puisse prendre un maximum de questions et avoir le temps pour les réponses. Bonjour, merci pour vos interventions de qualité et pour vos témoignages. J'avais une question, c'est que faire et dans quelle démarche je peux et je dois mettre en place dans le cas où une personne que j'ai eu l'occasion d'aider, après avoir été exposée à des substances chimiques en buvant dans un verre dans un pub, alors qu'elle-même ne souhaite pas forcément entreprendre une démarche. En fait, ça me semble important d'alerter que la personne que les institutions soient investiguées, notamment le pub en question, pour éviter que cet événement se reproduise et se perpétue. Voilà, merci. Merci. La question concerne les mères protectrices, notamment des mères protectrices qui protègent les enfants victimes d'agressions sexuelles et physiques. Après le constat, effectivement, alors d'autres mères, je parlais forcément d'autres mères, puisque notamment à La Réunion, des laboratoires référés pour le prélèvement des cheveux, il n'y en a pas. Donc il y a une absence totale de laboratoire. Ensuite, les mères protectrices, lorsqu'on porte plainte, les plaintes constituent une arme pour l'agresseur, puisque le juge considère les plaintes être une alimentation au conflit parental. Donc, ce qui veut dire que chaque plainte, c'est un retrait de nos droits. Donc, on parle de retrait de notre garde, ensuite de retrait de nos droits de visite, et par la suite, le dernier, c'est le retrait carrément de notre autorité parentale. Ce qui veut dire que quand une mère protectrice constate que son enfant est sous soumission chimique, il est difficile aujourd'hui de procéder à un prélèvement. Et qu'est-ce que vous pouvez peut-être aujourd'hui proposer, c'est-à-dire pour ces enfants où il y a un signalement, est-ce que les professionnels de santé pourraient être habilités à prélever le cheveu sans passer par les parents, mais en cas de suspicion, et que cela se fasse directement par les hôpitaux? Voilà. Oui, alors moi je voulais insister sur le fait que, bon, je sais que c'est le thème de la conférence, mais la soumission chimique, comme vous l'avez dit Leïla, n'est qu'un moyen comme un autre de perpétrer en fait ce que moi j'appelle une domination masculine par la violence sexuelle ou non. Donc là on est dans un truc plus vaste. Comme on est des insoumis et qu'on est radicaux, donc on va prendre le problème à la racine. Comment fait-on de la prévention, justement? Quels seraient les moyens? Parce que là, on parle de prise en charge des victimes, mais comment on fait pour empêcher qu'il y ait justement ces victimes-là? Et comment prévient-on notamment, on parlait des enfants, parce qu'il faut bien commencer à un moment. Si on prévient les enfants, ils deviendront des adultes qui font pas des tas de conneries, surtout qu'on sait que les enfants victimes ont plus de chances... Non, on va tourner ça autrement. Les agresseurs ont plus souvent été victimes dans leur enfance que des agresseurs qui sortent de nulle part. Donc voilà, moi je voulais savoir, pour insister sur le problème de la soumission chimique, mais quels autres moyens pour, d'une manière générale, prendre soin des femmes et éviter les agressions, quoi. Voilà. Il y en a encore quelques-unes, je pense. Bonjour Sarah, Sandrine, Leïla. Sandrine, ma question elle va s'adresser à vous, mais au travers de vous, à votre mouvement politique. Au-delà de ce que vous avez dit, notamment, je suis un homme cis, donc je manquais de renseignements, mais quand vous disiez que pour l'épreuve, il fallait se rendre le plus rapidement possible, faire des prélèvements,
il y a une réalité très concrète. C'est que moi personnellement je vis à Reims et ce sera certainement plus facile pour une femme qui vit dans ma ville de faire ce prélèvement plutôt qu'une femme qui vit dans une campagne où il y a un désert médical. Et donc il y a une réalité concrète, c'est celle certainement des manques de moyens qui sont dénoncés par des associations telles que le planning familial ou Nous Toutes. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Entre 2020 et 2024, le budget alloué aux violences faites contre les femmes a triplé, passant de 30 et quelques millions à 100 millions. Mais en fait, ça reste un leurre comparé aux augmentations des violences sexistes et sexuelles. Parce qu'au final, malgré l'augmentation de ce budget, il y a une baisse de 25% de budget alloué à chaque femme victime de VSS, sachant qu'en plus, toutes les femmes ne portent pas plainte. Enfin, il y a une donnée comme ça qui démontre que, en fait, il y a très peu de femmes qui sont reconnues en fait dans les statistiques. Et nous, à la France Insoumise, on a une ligne de conduite à tenir, c'est de donner la parole aux concernés. Et donc le planning familial, Nous Toutes et d'autres instances demandent le budget d'1 milliard que nous, on porte en mesure. Et en fait, c'est pour ça que je disais que je m'adressais au travers de vous à votre mouvement politique. Qu'est-ce qu'on attend en fait ? Mettre plus de moyens dans la prévention. Et notamment, je faisais référence aux déserts médicaux. Certainement qu'une femme victime au fin fond d'une campagne dans un désert médical, elle ne pourra pas prouver l'agression dont elle aura été victime. Ou une femme migrante qui a peur de se faire. Il y a encore deux. Après, parce qu'après, Bonjour et merci pour ces interventions et ce débat. Moi, je me pose la question, quand on voit, en ce moment, effectivement, c'est pas une libération de la parole, c'est plutôt une libération de l'écoute. Les violences sexuelles, les incestes, les violences sous soumission chimique. Quand on voit le nombre énormément sous-estimé d'agressions qui existent en France, enfin, on va parler de la France, à mon avis, c'est sûrement pareil ailleurs, mais bon, on va parler de la France. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de toutes ces violences, détectées, pas détectées, signalées, pas signalées, sur la santé psychologique des gens, globalement dans la société, que ce soit en conséquences psychologiques, en conséquences de tentatives de suicide, en addiction? Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché, qui est étudié? Parce que moi, honnêtement, je me pose une question, beaucoup de questions à ce sujet. Et quand on voit l'augmentation des suicides des jeunes femmes, des tentatives de suicide chez les jeunes femmes, les comportements à risque dans la société, enfin, il y a sûrement d'autres causes, mais est-ce que ce nombre énorme de violences subies parfois dès l'enfance n'est pas une cause principale de la détérioration de la santé psychologique des gens en général? Enfin, c'est une question que je me pose et qui m'inquiète énormément. Bonjour, j'aurais une question sur justement, vous n'avez pas des outils de réduction de risque et comment sont parfois présentés comme des fausses bonnes idées. Mais justement, comment lutter contre ces fausses bonnes idées qui sont justement parfois vues comme salvatrices et qui remettent du coup le poids sur les victimes à elles de se débrouiller. Je pense que c'est très rapidement, s'il y en avait deux, très rapidement. Parce que sinon, bonjour, je vais me lever. Vous avez beaucoup parlé de prévention, de prise en charge et surtout de l'importance de collecter des preuves assez rapidement. Sauf que dans les cas de violence, de viol, d'agression sexuelle, de tentative d'agression sexuelle, on sait que les victimes mettent parfois des jours, des mois, des années avant de porter plainte, qu'il y en a très peu qui portent plainte, 6% des victimes, et que sur celles qui portent plainte, 0,6% des plaintes aboutissent à une condamnation. Donc, ça a changé. Donc ma question pour vous, c'est quid de la justice? Comment faire pour que ces personnes obtiennent réparation? Est-ce que vous avez des pistes de réponse et d'action sur ce point spécifique? Voilà. Merci.
Désolée, mais là, je crois qu'on a pris déjà pas mal de questions, puis après, on pourra aussi rester en marge de la conférence, mais pour qu'on tienne le temps et qu'on puisse libérer la salle à temps. Merci Sarah. Lors de ma mission gouvernementale, j'ai voyagé un peu partout dans le monde sur ce sujet de la soumission chimique, en Argentine, aux États-Unis, en Espagne. Vraiment, en fait, vous savez, il y a une expression qui dit que quand on se compare, on se console. Je peux vous dire que quand on se compare par rapport à toutes les politiques publiques, tout ce qu'on fait depuis des années sur les violences faites aux enfants, les violences sexuelles, les violences faites aux femmes, quand on se compare à beaucoup d'autres pays dans le monde, on se désole. Il faut être clair. Alors, de là, moi je pense que, comme vous, il faut une vraie politique d'État. Et ça marche, les vraies politiques d'État. Tout près de nous, ne serait-ce qu'en Espagne, ils ont des vraies politiques d'État. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc je pense qu'il faut se battre là-dessus, il faut vraiment le faire. Pourquoi ? Parce que les violences, elles ont un coût énorme. Il y a une chercheuse qui a écrit un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité », Lucille Pétavin. Elle décrit des choses très intéressantes. Elle explique par exemple que 96,3% de la population carcérale, ce sont des hommes. Vous voyez, tout ça, c'est tangible. Donc, quand aura-t-on une vraie politique d'État ? Moi, c'est ce que je demande. C'est pour ça que je me bats. C'est... Ne faites pas trop d'ennuis. Déjà, elle est venue ici. Elle s'en soumet déjà. Mais en fait, vous voyez, il y a quand même une chose à comprendre, c'est que quand on n'est pas concerné, quand on n'est pas sensibilisé, en fait, c'est très loin de nous. Mais moi, quand je suis rentrée dans le vif du sujet, avec mon équipe, avec l'administratrice d'État, qui m'a accompagnée tout au long de ce rapport, mais l'administratrice d'État, elle a été obligée d'avoir des séances suite au rapport parce qu'elle était victime d'un traumatisme vicariant. C'est grave. Donc, je me battrai avec toutes les personnes qui y souhaitent jusqu'au bout. C'est pour ça que je vais aller jusqu'au bout. C'est difficile, mais vous me donnez de l'énergie. Toutes les victimes, toutes les personnes qui sont vraiment, vraiment mobilisées me donnent de l'énergie. Je sais qu'il y a ce procès le 26 et 27 janvier prochain. J'aurais besoin de soutien. C'est une question complètement transpartisane. C'est impératif, vraiment. Moi, toutes les victimes que j'entends, que je lis tous les jours, qui se confient à moi, mais je me dis, mais il faut arrêter ça. Donc, comptez sur moi, mais j'ai besoin de vous. Merci. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir. Et vous savez, juste avant cette conférence, on était avec Sandrine à la conférence, peut-être que certains et certaines d'entre vous y étaient aussi, sur les violences en milieu scolaire, où vous avez pu voir aussi... Violette Spilbou, y compris face à un certain nombre de pressions, face à la réalité qu'elle rencontrait, s'en soumettre un peu. Voilà. Et je pense que c'est la vertu aussi du travail parlementaire et de ce genre de moment des amphis de montrer que nous, en fait, les combats nous tiennent tellement à cœur que les personnes qui ont envie de s'en saisir, on est prête à en discuter avec elles. Et puis après, mener pied à pied. Et puis évidemment, après, on met les gens aussi devant leurs responsabilités. Et évidemment que je te croiserai dans le couloir en disant quoi, c'est pour quand que tu la votes cette censure ? Quand Bayrou n'aura pas... Quand malheureusement Bayrou n'aura pas accordé tous les budgets que tu demandes dans ta mission, mais on se battra par tous les moyens. Et sachez que voilà, il y a des lieux de pression différents. Il a été aussi question des associations. Je vais quand même laisser Leïla nous apporter des réponses et puis je ferai un petit mot de conclusion après. Oui, donc je vais reprendre tes petites notes parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Je vais essayer d'être la plus
C'est pas grave. Je vais essayer d'être la plus précise possible pour vous répondre. Donc, la première question qui était posée, c'est comment aider quelqu'un, comment alerter justement. C'est très frustrant, c'est sûr, quand on a une amie ou une sœur ou un frère, peu importe, qu'on aime beaucoup, qui a du mal à faire la démarche, etc. Je pense qu'en tant que témoin, ça peut être éprouvant. En tant que proche, ça peut être éprouvant. Il ne faut pas hésiter à prendre attache avec le CRAFS. Ça, je voulais vous insister dessus parce qu'on peut aussi vous aider, vous accompagner, savoir comment est-ce que vous pouvez petit à petit venir en aide. Oui, le numéro, c'est le 01 40 05 42 70. C'est pas très sexy, mais j'espère que bientôt, on aura un numéro un peu plus mémotechnique. Et surtout, le site, c'est www.lecrafs.com. Et là, vous avez aussi la possibilité de prendre attache avec nous par un formulaire électronique. Pourquoi ? Parce que ce que tu peux faire pour elle, par exemple, c'est d'abord, ça paraît rien de le dire, mais c'est important d'être à l'écoute, de ne jamais la juger, de ne pas la juger non plus dans le fait de ne pas entreprendre les démarches. Il faut qu'elle vienne petit à petit. Il faut surtout qu'elle ne se sente jamais isolée. Et il faut surtout qu'elle ait la possibilité que tu te renseignes pour elle, pour que le moment où elle se sente capable d'y aller. Ça, c'est un travail de longue haleine. Mais je pense que c'est important de le dire et de le redire à chaque fois. On parle des victimes qui ne souhaitent pas déposer plainte. J'entends beaucoup ça depuis tout à l'heure. Alors, je pense qu'il faut qu'on ait une hygiène lexicale pour elles et dire qu'elles ne souhaitent pas déposer plainte d'emblée. Parce que c'est très... Enfin, je vais le dire comme je le pense. Hein. Donc, on a quand même une manière de dire, du coup, si elle ne veut pas... c'est pas de ma faute. Voilà, elle n'a pas voulu, elle n'a pas fait, donc je peux rien faire pour elle, ça sert à rien. Et on s'en lave un petit peu les mains, on allège sa conscience et on se dit, de toute façon, elle veut pas, c'est encore de sa responsabilité, il n'y a qu'à faut que. Et puis, moi, je lui avais bien dit qu'il fallait déposer plainte. Attention, Sarah le rappelait tout à l'heure, c'est difficile de déposer plainte, faut le dire, c'est difficile. C'est difficile parce que dans la plupart des cas, la personne, vous la connaissez. C'est difficile parce que vous n'êtes pas dupe des répercussions socio-professionnelles que vous allez vous prendre dans la figure. C'est un parcours judiciaire qui est éprouvant, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y rendre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Nous, on encourage forcément la judiciarisation. On parle de faits réitérants avec potentiellement d'autres victimes. Donc, bien sûr qu'on peut qu'encourager la judiciarisation. En revanche, ce n'est pas rien comme démarche, et bien sûr qu'elles ont le droit à un temps de réflexion, de savoir, d'aligner un peu leur planète, de dire là je me sens pas, là je suis trop fragile pour y aller, puis là je me sentirai plus forte pour y aller. Et je fais le lien avec l'autre question qui m'a été posée à l'arrière sur comment aider la justice. Il y a un point, alors je ne m'appesantirai pas trop là-dessus, parce que moi je suis plutôt pharmacologue, mais j'ai un avis sur certains sujets. Donc la première question, c'est la justice fonctionne avec des preuves, et donc quand une victime ne souhaite pas déposer plainte, il faut qu'elle ait la possibilité de conserver les preuves. Comme ça, si elle change d'avis, parce qu'elle va changer d'avis très, très souvent, c'est juste que souvent, elle va vous dire maintenant, c'est trop tard, j'ai pas le moyen de le faire, est-ce que c'est vraiment intéressant que j'y aille ? Et nous, notre responsabilité, et c'est ce que fait également Sandrine par les prélèvements, par les kits, c'est ce qu'elle fait également par l'expérimentation qui va avoir lieu maintenant pour pouvoir accéder aux éléments de preuve en dehors d'un dépôt de plainte. C'est justement de dire vous avez le temps de réfléchir et moi je ne serai pas un agent contraire à vous, c'est-à-dire que je vais vous orienter vers les dispositifs qui vont vous permettre de faire les prélèvements, des prélèvements conservatoires. Je vais vous dire comment conserver vos cheveux en attendant le prélèvement. Je dirais juste un tout petit mot très rapide parce que je m'en voudrais si on ne se le dit pas sur le prélèvement de cheveux, puisque je conduis une étude de recherche scientifique GSC sur les analyses de cheveux chez les victimes, et j'insiste beaucoup là-dessus. De la justice, qui peut être très chouette, c'est que quand bien même elle ait besoin de réfléchir pour décider de faire une investigation ou pas, par contre que les prélèvements soient faits. Parce que c'est facile à dire, ne coupez pas vos cheveux, ne vous décolorez pas les cheveux, n'appliquez pas de traitement agressif. C'est extrêmement éprouvant dans la vie réelle. Là, je vous parle des vrais gens. Quand vous avez 60 ans et que vous n'aimez pas vos cheveux blancs, moi j'adore les miens, mais il y en a qui détestent. Donc du coup, c'est une souffrance. Je les appelle à Noël pour me dire qu'est-ce que je fais de mes cheveux que vous ne me laissez pas teindre. C'est une souffrance. Quand on est un homme ou une femme qui a toujours les cheveux courts et que, comme je le dis en particulier, moi je ne suis pas un mec aux cheveux longs, madame. Donc qu'est-ce que je fais alors que la justice ne m'a pas prélevé les cheveux et que tous les matins ça me rappelle que j'ai été violée et que tout le monde me dit que ma coupe est dégueulasse et que j'ai pas spécialement envie de dire aux gens que j'ai été victime de viol? Ce n'est pas cosmétique, le cheveu.
De la même façon, et on peut décliner à l'infini, là j'ai parlé des cheveux blancs, mais on pourrait parler des teintures, des fausses blondes et j'en passe. C'est identitaire le cheveu, ce n'est pas rien. Et quand vous avez subi des violences sexuelles et qu'en plus on vous impose des injonctions sur votre physique, croyez-moi, vous avez un peu envie d'hurler. Et donc, je ne dis pas qu'il faille faire, parce que je n'ai pas la prétention de donner des ordres aux juges ou ni aux procureurs. En revanche, à minima, prélevez-les. Juste prélevez-les pour les libérer de l'injonction qui leur est faite. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc la justice, c'est la faire tourner, c'est avec des éléments de preuve. Et bien sûr, je ne reviendrai pas sur les budgets où c'est assez évident que sans argent, il ne faut pas rêver. Donc ensuite, pour les autres points que vous abordez, vous avez dit comment agir aussi, comment faire de la prévention. Ça regroupe l'autre question qui m'a été posée sur les dispositifs de réduction des risques. Je pense que très sincèrement, Sarah l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'il ne faut jamais lâcher ça de tête. Pour que les victimes ne se sentent pas responsables de ce qui leur arrive, il faut que notre responsabilité soit collective. Donc, alors, je suis désolée, c'est pas sexy, c'est pas glamour, c'est pas un vernis anti-viol que je vous propose. Je vous propose plutôt d'être alerte. Alors, alerte, ça veut pas dire hyper vigilant et parano, ça veut juste dire on sort, on fait attention les uns aux autres. Quand on voit que quelqu'un est vulnérable, je me fiche de savoir si on l'a droguée à son insu ou pas. Elle n'est pas en état parce qu'elle a picolé, parce que peu importe. Je la mets à l'abri, je m'assure qu'elle va bien et parce qu'à défaut d'avoir pu empêcher l'administration de la substance, il faut que j'empêche au moins le crime ou le délit qui est intenté. Alors, Sandrine a eu le réflexe formidable de pouvoir s'extraire de sa zone de danger. Il ne s'agit pas de culpabiliser les victimes qui n'ont pas été incapables de le faire. Quand la substance a envahi l'organisme, elles peuvent se sidérer, il ne faut surtout pas culpabiliser les victimes. Mais par contre, si on n'est pas à intervenir en amont, il faut intervenir en aval. Et oui, encore une fois, c'est pas très sexy, mais c'est simple. Des fois, c'est juste bienveillance, écoute, non-jugement, je me renseigne et j'oriente. Et c'est déjà beaucoup. Et puis, il me semble qu'on a parlé également sur la santé psychique. Excusez-moi si j'oublie des questions, vous n'hésitez pas. Mais sur la santé psychique, merci de revenir là-dessus. Parce qu'on a démarré en disant que ce n'est pas qu'une affaire de société, même si ça l'est, c'est pas qu'une affaire anthropologique, c'est pas qu'une affaire philosophique, c'est pas qu'une affaire c'est judiciaire, c'est d'abord et avant tout une affaire sanitaire pour moi, forcément, je prêche par ma paroisse. Et donc oui, les impacts sur la santé sont immenses. On ne cesse de nous rabâcher que les analyses toxicologiques coûtent cher. Là, j'ai un scoop pour vous, c'est les violences qui coûtent cher. La santé, c'est un investissement. Donc c'est important tout de même de le dire et de le redire à chaque fois que c'est possible. Je peux vous dire sans chiffres, parce que malheureusement, les chiffres sont largement sous-évalués. Mais les violences, notamment par soumission chimique que je vois dans mes dossiers, c'est effectivement un impact psychique énorme. Donc c'est des réactions phobiques, c'est des dépressions, c'est des scarifications, c'est des tentatives de suicide, c'est des troubles de l'usage de substances, donc des conduites à risque, effectivement. Parce que pourquoi est-ce qu'on se réfugie dans les paradis artificiels? C'est parce que justement on a besoin de s'anesthésier affectivement, que la souffrance est trop forte et trop compliquée. Parfois on a des conduites à risque pour se dissocier. Donc vous savez, quand on a été victime de violence, on peut se dissocier, donc on quitte un peu son corps et ça marche plutôt bien, on se sent bien, on plane un peu, c'est physiologique, c'est le stress qui fait ça. Et après on disjoncte, et quand on se disjoncte, on plane un peu. Et bien après, de façon inconsciente, la personne va dire, en fait je me sens bien quand disjoncte. Et en fait, elle va vouloir disjoncter. Et elle disjoncte quand? C'est quand elle stresse, quand elle va mal. Et donc, du coup, elle va rechercher ses conduites à risque. Donc, des mises en danger de façon régulière. C'est des troubles du comportement alimentaire. Donc, je parle de boulimie, je parle d'anorexie, etc. Et puis après, les risques immédiats que vous connaissez tous. Donc, les risques de chute, les risques d'accident de la voie publique. Parce que si je prends le volant et que je ne sais pas que je suis défoncée, il y a de fortes chances que je percute quelqu'un ou que je me fasse mal. Et puis évidemment, malheureusement, parce que c'est le cas, les risques d'overdose et de décès, puisque nous avons des décès. Donc moi, malheureusement, on parlait tout à l'heure des enfants, je finirai là-dessus. Malheureusement, ça serait bien de ne pas attendre qu'ils arrivent au décès. Parce que moi, les nourrissons que j'ai, c'est parce qu'ils sont morts. Donc l'alcool dans le biberon, ça tue. Voilà. Donc c'est effectivement, il faut éviter d'attendre que la catastrophe soit là. En général, quand les maltraités chimiquement, etc., comme ils n'ont pas d'autres signes qui les alertent, si ce n'est que ces symptômes répétés, souvent c'est parce qu'ils finissent après un accident de la voie publique, après un accident inattendu aux urgences. Là, on leur fait les prélèvements et là, on se dit, il y a un problème, la personne était chargée d'une substance qu'elle nie consommer, etc. Un dernier mot, et je rends tout de suite la parole.
On parlait aussi des entreprises, peut-être tout à l'heure pharmaceutiques, etc. Ça vaut la peine d'en dire un mot. Il y a des préconisations aussi qui vont dans le sens, qui ont été demandées par l'Agence du médicament, à ce qu'on ait des mesures systématiques. Vous savez, on peut modifier la composition des médicaments. Par exemple, il y a plein d'exemples possibles, mais par des colorants, des gélifiants, des traceurs, d'autres choses qui permettraient éventuellement de pouvoir identifier une substance. Je dis ça en hochant de la tête parce que j'y crois moyen, pour la simple raison que les modes opératoires, si vous mettez une couleur, je mets un vecteur opaque ou un verre opaque, mais en tout cas ça réduit quelque peu les risques. Il faut juste garder en tête, j'insiste là-dessus, tout comme je ne vois aucun intérêt à braquer le projecteur sur les drogues, sur ces questions-là. Braquons les projecteurs sur les violences, c'est de ça dont il est question. Les autres, c'est des modes opératoires des violences. De la même façon, s'il vous plaît, ne braquez pas le projecteur sur le médicament, c'est absurde. Le médicament, il est pensé pour soigner, pour accompagner des gens. On est au centre du quinquennat, j'ose le dire quand même, on parle beaucoup de santé mentale. Je ne veux surtout pas qu'on stigmatise les personnes qui ont des médicaments psychoactifs. Elles n'y sont pour rien. Donc c'est des médicaments dont elles ont besoin dans le cadre de leurs soins. Et donc j'insiste vraiment lourdement là-dessus. Ce sont des armes. Le problème, c'est l'intention criminelle. Il y a un super travail qui a été fait par Camille Garbi, qui est une artiste dont je te parle souvent, Sandrine, qui s'appelle Faire face et qui justement montre les armes qui ont servi à tuer des femmes dans le cas de féminicide, des vraies histoires documentées. Et vous verrez que les armes, elles sont d'une banalité déconcertante. On a tué des femmes avec des coussins, avec des sachets en plastique, avec des fers à repasser, avec des marteaux et toutes sortes de choses que vous avez chez vous. J'ai même un scoop pour vous, on peut la tuer à main nue. Donc vous pouvez rajouter au lieu du fer à repasser, de la cocotte minute, un médicament ou une drogue. Le problème, c'est ceux qui l'utilisent et les détournent pour commettre les faits criminels délictuels. Donc ne nous trompons pas de combat, on est là pour lutter contre les violences, quelle que soit leur expression. Merci beaucoup. Bien, quelques mots Merci, je pense que c'était vraiment précieux d'avoir vos expertises sur le sujet et d'avoir ces échanges aussi. Puis j'essaye du coup aussi de répondre un tout petit peu, dans ma conclusion, d'aborder les questions évoquées aussi, mais ce sur quoi tu viens de terminer, sur le fait que... D'ailleurs, souvent, moi, j'aime bien me battre quand on parle des féminicides. On entend parfois morte sous les coups de son conjoint, ce qui donne un peu l'impression que il était plus. Ils se sont engueulés, ils se sont frappés, puis il était plus fort qu'elle. Et voilà. En fait, quand on voit la diversité des armes par lesquelles se produit la violence, et notamment la violence masculine, on voit bien que le sujet, c'est celui de la domination. C'est pas tant celui du mode opératoire. C'est pas une force physique. C'est pas des outils. L'outil principal, c'est celui de la domination. Et cet outil-là, il est niché dans toutes les sphères de la société. Et c'est ce qui a été dit là, c'est que, évidemment, la soumission chimique, j'espère que cette conférence nous a servi à la fois à lever des idées reçues sur ce phénomène-là qu'on doit bien connaître pour mieux le combattre, mais aussi à nous éclairer la nature des violences à travers ce phénomène-là. Et donc, j'espère que ça aura abouti à ça aussi, à se dire, il y a cette dimension de la domination, il y a cette dimension, du coup, de la vulnérabilité. Donc on a des mécanismes de domination dans la société. L'un de ces mécanismes de domination, c'est la domination masculine. Et l'immense majorité des auteurs de ces violences, notamment de ces violences sexuelles, sont des hommes. Mais derrière, c'est toute la société qui est malade de cette domination masculine. Mais cette domination, elle croise d'autres types de domination. Et ça a été souligné. Quelqu'un évoquait les déserts médicaux. J'aurais envie de te compléter, camarade. Je suis à 100% d'accord avec toi, évidemment. Et tu dis, une femme de Reims, c'est une femme... Je vais ajouter quelque chose. Une femme migrante sans papier... la probabilité qu'elle aille voir la police, voilà. Une femme handicapée, il y a la probabilité qu'elle soit crue. Une femme marginalisée d'une façon ou d'une autre par la société. Donc je dis une femme, mais d'ailleurs ça peut être une personne transgenre, une personne en situation de prostitution qui sait qu'elle est plutôt marginalisée et criminalisée que perçue comme en fait une personne victime, alors qu'en fait elle peut se retrouver doublement victime des phénomènes de domination masculine. Je pense aux personnes évidemment consommatrices de drogue qui sont extrêmement, et on le voit régulièrement en fait, dans les discours publics, qui sont extrêmement stigmatisées, marginalisées et qui sont jamais perçues comme des personnes étant victimes, alors que ce sont des personnes qui non seulement peuvent subir leur addiction comme quelque chose dont elles dépendent et qu'elles n'ont pas choisi, mais qui évidemment parfois ont une addiction qui est le signe de violences subies dans le passé et qui sont aussi les plus susceptibles, évidemment, par leur vulnérabilité propre et par la façon dont la société les rejette et les marginalise, c'est les plus susceptibles aussi de subir des violences. Donc c'est cette réflexion sur la domination et la vulnérabilité que je crois on doit avoir, et du coup, j'amène à ça, parce que c'est mon rôle d'insoumise, à appeler à une révolution, parce que je pense qu'on a besoin
à plusieurs niveaux de cette révolution des mentalités. Je pense qu'une des bonnes façons de faire, et je le dis tout le temps comme ça, c'est de partir des plus vulnérables. Les enfants ont été soulignés. Partir des plus vulnérables et de celles et ceux qui cherchent à les protéger, qui sont les lanceurs d'alerte. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans la conférence sur les violences en milieu scolaire. Voilà, il y a des personnes très vulnérables. Il faut qu'on soit toutes et tous, qu'on s'empare du statut toutes et tous de lanceurs et lanceuses d'alerte, et qu'en réalité, on est une société lanceuse d'alerte plutôt qu'une société qui met sous le boisseau, qui silencie, etc. Et qu'on développe des dispositifs. Je sais qu'on a déjà discuté avec madame de la question des mères protectrices, mais à un moment, d'avoir le réflexe de se dire que quelqu'un qui, même en pleine détresse, était en train de dire « mais moi, je suis en train de te protéger. Mon amie, elle veut pas parler, mais moi, je vous dis que ce bar, il est dangereux. Mon enfant, il peut pas dire les choses comme ça, mais moi, je vous dis que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. » Il faut qu'on ait cette capacité de dire, attendez, quelqu'un qui dit ça, c'est pas quelqu'un qui veut déranger, qui veut emmerder le monde. C'est quelqu'un qui a un doute. Et qui a un doute sur un truc qui est hyper répandu partout dans la société, à tous les niveaux de la société, à savoir les violences. Donc quelqu'un qui a un doute sur une violence qu'il pourrait avoir subie ou qu'un proche pourrait avoir subie, la première des consignes, c'est de l'écouter. Et après, la première des consignes collectives qu'on peut se donner comme individu et comme société pour faire société ensemble, et c'est ça peut-être les meilleurs outils de réduction des risques, hein. Moi, j'ai envie de dire mieux que le couvercle des amis, quoi, mieux que le couvercle des gens formés autour de vous qui sont bienveillants et qui voient quand vous êtes en train de vous sentir pas bien et qui du coup en fait vous isolent, pas vous isolent mais vous entourent au moment où quelqu'un visiblement a cherché à vous isoler, parce que quelqu'un qui met quelque chose dans votre verre, c'est quelqu'un qui va essayer après de vous avoir tout seul dans un état limite à la sortie. Donc si vous avez eu autour de vous en fait la meilleure des protections, c'est quand bien même vous aurez ingéré la substance, peut-être que vous aurez les conséquences de la substance, mais vous aurez eu autour de vous quelqu'un qui vous dit attends, t'es pas dans un état normal, attends, je te raccompagne, attends, on va voilà, et pas qui dit bon bah salut, ciao ciao, et puis en fait il y a l'agresseur qui est là tapis dans un coin. Donc c'est cette vigilance collective, mais en fait on peut la collectiviser, on peut en faire une révolution politique, c'est-à-dire se dire c'est quoi notre ambition dans notre société, partir des plus vulnérables et dire comment on entoure tout le temps, partout, et comment on met les budgets là-dedans. Et du coup les budgets ils sont à tous les niveaux. La justice a été mentionnée. Les classements sans suite, ils ont deux types de raisons, et c'est les deux révolutions qu'on a menées. Ils ont une raison qui est une raison idéologique, c'est que tant que vous avez des professionnels de la police, de la justice qui continuent à être dans tous les préjugés qu'on vient de dire, eh bien ils vont dire il n'y a pas de preuves possibles, donc ils vont pas aller les chercher, ils vont culpabiliser la victime, donc elle va pas aller porter plainte, soit elle va aller porter plainte et puis finalement elle sait plus trop, elle contredit ses versions, etc. Et en réalité vous allez vous retrouver avec des classements sans suite qui sont profondément idéologiques. Mais vous avez des classements sans suite qui sont idéologiques d'une autre façon aussi, c'est par les budgets. Parce qu'évidemment que si vous dites à un procureur, attendez, la priorité là, ça va être la lutte contre le consommateur de drogue que vous avez là. Je veux un maximum de manifestants anti-Palestine, anti-génocide en Palestine. Là, arrêtez vite. Bah voilà, c'est vous donnez des consignes à la police. Vous dites les moyens, il y en a pas beaucoup, et puis je vais les mettre là-dedans, et je vais pas les mettre dans la lutte contre les violences patriarcales, évidemment. Je vais pas les mettre les moyens pour aussi éradiquer les violences patriarcales au sein des institutions judiciaires, médicales. Policières, parce qu'on sait qu'elles y sont aussi, donc politiques évidemment. Donc voilà, c'est les moyens que vous mettez, et plus vous baissez les moyens, plus aussi vous donnez des orientations et vous poussez à ça. Mais c'est aussi une révolution de dire tout va pas se régler par la justice, parce que vous pouvez avoir une victime qui va même réussir à porter plainte et qui va obtenir une condamnation. Elle aura eu un parcours extrêmement difficile et ça veut pas dire qu'elle est réparée. Donc c'est quoi les moyens que vous avez mis à côté pour que son psy soit remboursé en fait? C'est quoi les moyens que vous avez mis à côté pour qu'elle ne perde pas son boulot? Parce qu'en fait, elle va vivre des psychotraumas qui vont faire que le monde de l'entreprise aujourd'hui va faire qu'elle va perdre son boulot, en fait. Hein? C'est quoi les moyens que vous mettez pour qu'elle ne perde pas la garde de ses enfants? Parce qu'elle, en fait, elle est fait face à des violences, etc. C'est quoi, en fait? Donc, c'est pas que la question de la justice, c'est comment on entoure les personnes qui ont été victimes. Et évidemment, c'est pas satisfaisant de ne parler que de ça. Et donc, évidemment que la question de la prévention, elle est majeure. Et évidemment que la loi sur les VARS qui existe depuis 2001 et qui n'est pas appliquée depuis 2001, parce que personne ici dans cette salle n'a eu 3 séances d'éducation à la vie sexuelle, affective et relationnelle à chaque année de sa scolarité. Me faites pas croire ça. Voilà, personne ne l'a eu. Il paraît qu'il y a 15 à 20% des personnes qui l'ont, et je pense que même ça paraît déjà énorme. Et parce qu'il n'y a jamais eu les budgets en face, et qu'il y a eu des années et des années pour avoir un programme. Et que le programme, il vient de sortir là, et que le programme, il a fait face à des attaques d'ampleur de gens qui se disent parents vigilants et qui sont des parents qui mettent en danger les enfants, ou qui veulent eux-mêmes se protéger
parce qu'ils ne souhaitent pas qu'on puisse voir les violences qui peuvent être opérées dans leur propre famille et qui sont bien inquiets qu'on aille regarder ce qui se passe dans leur foyer. Donc il faut ces moyens et vous voyez là les VARS, c'est aussi l'articulation des deux. Sans moyens ça n'a aucun sens, donc vous faites des vœux pieux, vous racontez oui on a mis en place les VARS, donc moi évidemment je vais interpeller Borne à la rentrée pour lui dire, et donc du coup les profs ils sont formés où, comment et c'est quoi les lignes budgétaires, c'est quoi la DHG que vous avez mis dans chaque établissement pour que ça ait lieu, parce que pour l'instant il n'y a pas de profs et en plus ils sont pas formés, donc c'est super. Et donc il y a cette question des moyens et il y a cette question de cette détermination, et j'aimerais terminer là-dessus, surtout parce que j'enchaîne après avec une conférence sur la culture face à l'extrême droitisation. C'est qu'on a des tenants de l'ordre des dominations et des violences, enfin je veux dire, elles sont pas c'est pas juste un fait systémique, c'est un fait systémique et puis qui a ses défenseurs en fait. Il y a des gens qui prônent en fait une culture de la violence, une culture de la domination des hommes sur les femmes, des personnes blanches sur les personnes racisées, des adultes sur les enfants. Il y a des gens qui théorisent cette domination-là, qui sont embêtés qu'elle soit contestée, cette domination-là. Et ils sont en embuscade. C'est évidemment tous ces réseaux d'extrême droite. Et donc quand on fait les VARS, il faut non seulement les programmes, non seulement les budgets, mais il faut une détermination sans faille. Il ne faut pas mettre évidemment des anti-choix au sein du gouvernement. Excuse-moi de te le dire, Sandrine. Voilà. Il faut aussi... Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des anticorps. Il faut qu'on ait des anticorps face à toutes celles et ceux qui vont prôner, qui vont défendre cet ordre fait de domination. Et nous, il faut dire, toujours, en tout lieu, tout le temps, on sera du côté des plus vulnérables et on mettra tous les moyens d'abord, en premier lieu, pour les plus vulnérables, parce qu'on a une conviction, quand on commence par s'occuper d'eux, avec eux, en les entendant, en entendant leur mobilisation. Quelqu'un parlait des associations qui étaient d'ailleurs à cette même table hier, les associations féministes, en étant avec celles et ceux qui se battent et avec celles et ceux qui sont les plus vulnérables, on a toutes les chances de faire les politiques qui sont les meilleures pour tout le monde et pour l'intérêt général.